Nous sommes le jeudi 12 décembre, on est sur Twitch et vous pourrez retrouver dès demain cette émission format podcast sur toutes les plateformes de streaming avec ce magnifique son. Mon invité me fait oui de la tête en disant « Oh yeah, attention Rico ». Calme-toi, je sens que voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Guest, une émission où j'accueille une semaine sur deux un nouvel ou une nouvelle invitée qui va nous parler de son parcours, de qui il est, de qui elle est, de où il va, de où elle va et surtout ce qu'il fait ou ce qu'elle fait dans la vie. Et là, j'ai la chance de recevoir, au-delà, on va pas le cacher, on va pas faire semblant qu'on ne se connaît pas, au-delà d'être le responsable communication du Hellfest, d'accueillir un copain. On se connaît maintenant depuis quelques années. Commence à faire, ouais. Tout Le mec blasé. Oh là, bah écoutez, commence à faire quand même. Hein, c'est pas trop tôt. Ça ne rajeunit pas. Hein, Comment tu vas ? Alors, bon, pour les réseaux, tu es souvent, ou pour le Hellfest, tu es Éric Perrin, responsable communication. Mais on va t'appeler Rico comme tout le monde t'appelle. Tu m'appelles comme tu veux. Les 2 heures vont passer tellement vite. Mais oui, vous pouvez m'appeler Rico, c'est tant bien. Bon, mon pseudo d'internet. On est dans l'actualité quand même parce que lundi, vous avez annoncé aujourd'hui l'affiche du Hellfest 2025. Les groupes, on est déjà en plein, on en reparlera, mais on est en plein dans les polémiques, dis donc. Rico, il y a des annonces qui ont fait peur à certains, qui ont plu à d'autres. On reviendra là-dessus. Mais avant de revenir sur tout ça, moi, je veux revenir sur toi, responsable communication du Hellfest. Comment on arrive là ? Comment on arrive responsable communication du Hellfest ? C'est quoi ton parcours ? Oula, mon parcours. Écoute, déjà, j'ai 36 ans dans une semaine, donc ça commence à faire, voilà, que je suis un peu dans le milieu. Non, moi, je viens d'une formation. Je vais commencer par le classique, tu vois, par quoi j'ai débuté comme formation. J'étais plus dans la partie effectivement informatique au début. Et bon, parce que j'aimais bien jouer aux jeux vidéo, tout ça, donc écouter du rock. Donc voilà, j'ai essayé de garder un peu les deux. Et donc après, je me suis embarqué un peu plus dans le côté graphique, design, etc. Dans quelques formations. Et puis en fait, j'ai vite accroché dans le côté vie perso à la partie organisation de concerts, parce que j'ai essayé de jouer de la guitare et en fait, je suis trop nul. Donc j'ai préféré avoir ce côté organisation, planifier des choses, faire jouer des copains, etc. Et j'y ai pris goût. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait en faire un métier. Donc je me suis dit, pourquoi choisir un métier où ça va être compliqué de se lever le matin parce qu'on n'a pas envie, autant aller un peu au bout de ses rêves et de ses passions. Donc je me suis, au fur et à mesure de mes formations, de mes stages, je me suis un peu dirigé vers le milieu de la musique live, on va dire des festivals même pour être plus précis. Ce que j'aime bien dans ce milieu, c'est ce côté, voilà, tu travailles pendant des mois, des jours, des semaines sur un truc et tu vois le résultat qui dure 4 jours. C'est très éphémère, mais tu as un sentiment d'accomplissement qui est hyper cool, quoi. Et puis voilà, tu as ce côté équipe, ce côté travail, voilà, de faire quelque chose qui fait kiffer les gens, quoi. Donc, c'est dur, c'est quand même un an de travail complet, on y reviendra. Hein, le Hellfest se prépare pas en 3 jours et demi. Non, c'est un an de travail pour 4 jours très intenses, très stressants aussi. Notamment, on en reparlera, mais les jeudis au Hellfest, les fameux jeudis, le jour où tu sens que tout le monde est tendu comme une corde. Hein. Ouais. Mais c'est la complexité. Toi, c'est ce que t'aimes aussi, de dire, je prépare un peu une espèce de surprise géante tous les ans. C'est une grosse kermesse, hein, c'est tout. Hein, c'est la fameuse colo de vacances avec les potes. C'est la fameuse fête de fin d'année de l'école, mais un peu plus gros. Mais non, effectivement, c'est un peu c'est un accomplissement, voilà, de travailler un an dessus quand même. C'est effectivement c'est l'apogée de ton année pendant 4 jours, donc il ne faut pas se rater non plus. Et puis en même temps, ça, voilà, si le reste de l'année, tu as fait n'importe quoi, ça sent aussi le jour J, tu ne peux pas tout rattraper, quoi. Donc non, il y a ce côté vraiment, moi, qui me motive, qui est un peu le moteur de dire, OK, il y a un objectif à la fin, on va tout donner pour que les gens soient contents. Parce que aussi, moi, la plus grande satisfaction que j'ai en faisant ce métier, c'est je me prends 5 minutes un moment dans le week-end, je me mets un peu en hauteur au niveau des scènes et tout, et puis je regarde le public, je regarde pas la scène, je regarde le public et je vois tous les gens avec la banane, avec en train de rigoler entre eux, de boire des bières, de s'éclater, quoi, de vivre un bon moment tous ensemble. Et je pense que dans une période dans laquelle on est, ça devient de plus en plus rare ces moments un peu de cohésion et de fun ensemble. Donc autant les chérir et faire qu'il y en ait le plus possible, quoi. C'est une statistique qui est vraie. Je lisais l'autre jour, un Français sur 2 se sent seul.
Un Français sur deux. Je sais pas. Je te la donne. Je te la donne. Mais un Français sur deux se sent seul et dans une précarité émotionnelle ou de solitude. Il y a ce côté aussi où dans un festival, on va se retrouver avec des centaines de personnes qu'on ne connaît pas et des fois qu'on va apprendre à connaître. Bah ouais, c'est un peu le terreau de notre métier, quoi. C'est ça, c'est un peu de faire un événement où tu vas rassembler au même endroit des gens qui ont un peu la même passion, surtout dans un style comme le nôtre, le métal, voilà, où on est dans une niche. Hein. Le Hellfest est un peu un festival de niche, même si on est le plus gros festival de France maintenant à l'heure actuelle. Bah voilà, comment dire, t'as un peu déjà ce socle commun, c'est-à-dire que t'aimes quand même au Hellfest, c'est que tu viens pour des groupes, t'as beaucoup de chances quand même que tu croises des gens qui aiment les mêmes groupes que toi, donc t'as déjà un feeling en fait avec les gens, même si tu les connais pas, et ça se sent, tu vois. Nous on a plein de témoignages chaque année de gens qui nous disent ah bah, ouais, bah je suis venu tout seul cette année parce que j'ai aucun de mes potes qui est fan de métal. Bah, en fait je me suis fait 10 potes dans le week-end, ou voilà, j'ai pris un covoit et puis en fait je suis monté avec quelqu'un qui était avec moi dans la même ville, et puis on a fait le trajet ensemble, on a écouté la discographie de Megadeth, j'en sais rien, tu vois. Et c'est cool, c'est au moins la musique, ça rassemble, c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est vraiment ça, et puis on le voit pendant 4 jours, quoi. C'est vraiment des gens qui sont contents, quoi, tout simplement. Toi, tu as fêté 12 ans au Hellfest, 12, 13 ? Ouais, donc moi j'ai commencé effectivement en tant que stagiaire en 2012. Stagiaire assistant de prod. Assistant prod et communication, ouais. Ah, t'as vu ? Un peu la double casquette. On est au courant de tout. Chercher, hein. Bah écoutez, on bosse T'as un des petit témoins, peu. c'est ça. J'ai appelé des amis. D'ailleurs, un ami caché va rentrer par là. Enfin, de truc. Salut. Quelqu'un que tu ne voulais pas voir arrive tout de suite. C'est le drame. Non, du coup, effectivement, j'étais stagiaire en 2012, donc je suis rentré par la petite porte. Alors, chose marrante, c'est que moi, j'ai entendu parler du Hellfest vers les années 2009-2010, donc moi, j'étais encore en cours à la fac à l'époque à Bordeaux. Et en fait, j'entendais parler d'un festival où genre, il y avait Deftones, Kiss, Sepultura, tout ça. Enfin, des trucs que moi, j'écoutais à l'époque et que j'écoute toujours. Mais ouais, c'était un peu le seul festival en France qui existait à l'époque sur ce style musical. Et ça faisait grand but à l'époque parce qu'il y avait toute la polémique avec Christine Boutin qui voulait faire interdire le festival. Il y a eu tout un bruit à l'Assemblée nationale aussi parce que à l'époque, le député Patrick Roy avait brandi un rockard. Il avait fait un super discours. Je vous invite à le voir sur YouTube. Il est encore possible de le voir. Et il disait, en gros, on a un festival de métal en France. On a des groupes comme Gojira, comme Assisteria. Et il n'y a aucune reconnaissance dans la culture française. C'est inadmissible et tout. Et donc, c'est là où on avait commencé à entendre un peu parler du Hellfest dans les médias mainstream. Et c'est comme ça que moi, j'ai un peu entendu parler du festival, et puis je me suis dit, putain, ça a l'air cool quand même et tout. Et bon, à l'époque, j'avais pas pu y aller en 2009-2010, j'ai pu y aller en 2011. Et puis là, ouais, j'ai fait 3 jours hyper bien, je me suis éclaté, trop cool, et je me suis dit, ouais, c'est l'envie, c'est là que j'ai envie de bosser, quoi. C'est objectif, on y va. T'es passé du copain qui joue pas bien de la guitare et qui dit, les gars, écoutez, je vais booker les concerts, au mec qui dit, bon, alors, c'est ce taf que je voulais faire, mais c'est là, c'est à Clisson, c'est ici, c'est là que je veux venir. Je ne vais pas l'expliquer, c'est comme ça, quoi. Et donc, après, je suis arrivé en 2012 en stage, voilà, j'ai bien fait chier l'orgue à l'époque pour qu'il me prenne en stage, mais ça a marché. Et puis voilà, après, je suis rentré dans la machine. Je suis revenu chaque année en bénévole pour m'occuper des réseaux sociaux, filer des petits coups de main. Et puis, j'ai aussi fait ma vie pro à côté, acquérir plus d'expérience, de compétences, voir un peu plus de choses, voyager, etc. Et puis, voilà. 2019, bam. Fin 2019. Fin 2019. Tout à fait, ouais. Donc ouais, à l'époque, j'étais rappelé par Ben, donc le directeur du festival, qui... du coup, voulait du renfort sur la partie communication, et ils ont pensé à moi. Et donc, j'ai dit, ouais, attends, je vais réfléchir. Et puis. T'avais déjà réfléchi ? Non, je devais réfléchir un peu. Et puis, je me suis dit, parce que j'étais sur un autre poste à l'époque, j'avais acheté un appart et tout, là, j'étais installé. Donc, et puis, en fait, je me suis dit, bon, et tous mes potes m'ont dit, mais t'es con, quoi, Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que t'attends et tout ? Ah oui, c'est vrai, en fait, c'est là. Oui, ok, c'est bon. Excuse-nous, Rico, ça fait 12 ans que tu nous casses les couilles avec ce truc-là, qui va pas ? Ah ouais, si, moi, ok, les gars. D'accord. Ouais, c'est le truc limite que t'attends plus, et puis bon, en fait, ça arrive. Oui, ça tombe pile au moment où t'avais presque lâché en disant, allez, j'ai acheté l'appart à Bordeaux, voilà. j'ai mon taf. Alors, j'étais à Orléans à l'époque, Orléans. du coup, donc moi, je suis originaire de la région orléanaise, ouais, région centre. Et du coup, donc non, ouais, j'étais un peu dans ma vie et tout, et puis j'ai
voilà, bah putain, faut déménager et tout, ok, machin et tout, etc. Et puis bah, le Covid est arrivé, en pile poil quand j'ai commencé en janvier 2020 et du coup mars 2020, fin Ça, du c'est un monde. bon moment Et pour voilà. prendre son poste. Et là, tu te dis, ouais, j'ai peut-être fait une connerie là. Bonjour, je suis responsable de la communication et les gens peuvent plus sortir. Peut-être on va mourir. Ok, génial. Allez. Bah écoute, tu vas C'était où, commencer Orléans par faire un post pour annuler le festival. Voilà. Oh. Ok, ça marche. Donc ouais. Mais voilà, quand je prends du recul, finalement, c'était aussi une période intéressante. Au moins, j'ai eu une bonne période d'intégration, tu vois, de 2 ans, histoire de bien prendre mes marques avant d'avoir une vraie édition du festival. Et puis, bah, ça nous a permis d'avoir un terrain de jeu aussi pendant. Alors, c'était pas toujours simple parce qu'on vivait un peu au jour le jour. On savait pas. Un jour, on disait oui, vous en faites pas. Un festival de 60 000 personnes dans 2 mois, pas de problème. Dis ok. Ouais, quand même, là, on peut même plus aller boire un coup, donc c'est un peu compliqué. Et puis non, bah, ça nous a permis d'être créatifs. On a pu faire plein de choses avec les 2 éditions du Hellfest From Home. Voilà, faire des concerts où il n'y avait personne sur le site. Inviter Philippe Etchebest à venir faire un morceau de batterie puis à critiquer un plat de cuisine. Enfin bref, c'est un peu camoulox, quoi, mais on s'est dit, bah, c'est le moment de le faire. On a que ça à faire. Et puis ça m'a permis aussi de maintenir un lien avec toute la communauté. Donc ça, c'était aussi le plus important, montrer qu'on était encore là, que voilà, le festival n'allait pas disparaître. Et, La commune avait beaucoup voilà. aimé qu'il se passe quelque chose pendant le Covid, Ouais. justement, qu'il y a un vrai lien, que ce festival, qu'ils ont plaisir à aller chaque année, propose de continuer un lien malgré ce moment difficile pour le monde entier, en fait. Bah ouais, pour nous, c'était un peu. C'est une raison de vivre aussi, tu vois, de faire des trucs. Donc on n'est pas du genre à se tourner les pouces et à rien faire et à attendre qu'on nous dise de repartir. Donc on s'est un peu motivé à faire des trucs. Puis on s'est dit, bah ouais, dans un festival, ok, tu vas avoir des concerts, mais aussi tu vas bouffer, tu vas boire, tu vas aller voir des stands où tu peux jouer de la guitare et tout. Bah on met tout ça sur Internet et puis on trouve un truc, quoi. T'auras fait donc le Covid, la double année, La double édition l'année en où on fait 2022. C'est ça. 2 années en une, Exactement. avec la fin du 2e week-end où tu vois tous les gens, ils sont au bout de leur vie. Chez les bénévoles, ceux qui bossent, tout le monde. C'est un peu Zombieland, ouais. C'était c'est un peu très, très Zombieland. Ça a fait rire tout le monde, mais à la fin, tout le monde a dit, bon, cette blague est rigolote, mais on ne la refait pas. ça. Hein. Non, on va éviter. Et ça évolue. Et tu arrives au moment donné aussi où il y a un énorme travail, aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, sur toute la partie RSE, RSO, environnement, prise en compte des réseaux sociaux, facilité aujourd'hui à monter, démonter l'information. Et le Hellfest, aujourd'hui, est souvent attaqué un petit peu sur sa façon de fonctionner, sa façon d'être. Comment vous gérez ça au quotidien? Et comment toi, tu gères ça au quotidien? Parce que j'imagine qu'il y a une certaine pression de devoir peser les mots qu'on dit pour pas qu'ils soient modifiés, pour pas... Comment aujourd'hui tu gères, toi, cette pression au quotidien? Oh bah écoute, c'est beaucoup de sang-froid à avoir déjà. Hein. C'est éviter de réagir à chaud, c'est pas toujours la meilleure des solutions, on va dire. Et ouais, c'est surtout effectivement le monde est en pleine mutation et justement pour moi la bascule, elle a été après cette période Covid. En fait, je pense que on a encore peut-être un peu de mal à assimiler, à se rendre compte de ce que cette période a fait, parce que ça a quand même quasiment duré 2 ans. Mais là maintenant, je pense qu'on est en train un peu de se rendre compte qu'on est passé dans un autre monde, hein, le fameux monde d'après, voilà. Mais effectivement, les choses sont peut-être un peu plus compliquées sur Internet notamment, entre effectivement les fake news, etc. Le fait que maintenant aussi Internet est plus devenu un peu l'espace idyllique que ça pouvait être avant, où tout le monde était d'accord, content, on pouvait discuter tranquille. Maintenant, t'as chacun un peu dans sa bulle et dans son algo, voilà, est bloqué là-dedans, et c'est difficile d'avoir justement des centres d'intérêt, des points de compromis. Fameux mot à la mode en ce moment, voilà. Donc c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte, et il y a aussi le côté, le Hellfest a grossi justement après la période Covid. On a vraiment eu un step après cette période-là, en passant aussi de l'édition faire 2 éditions en 2022 et d'avoir un 4e jour par exemple sur l'année à partir de l'année 2023. Du coup on a passé aussi un cap, et maintenant on est vraiment le plus gros festival de France en termes d'infrastructure, de budget, de festivaliers, aussi d'impact environnemental, et ça on en a conscience. Et du coup nous on était un peu en mode ouais, ok, après quand t'es numéro 1 la vie est belle et tout, et non, il y a aussi un revers de la médaille.
Et donc ça, on l'a saisi un peu sur le tard, mais maintenant on est pleinement conscient que effectivement, quand tu es numéro un, tu dois être exemplaire sur des sujets et montrer un peu le chemin aux autres, quoi. Cindy, qu'on a accueilli il y a quelques semaines là, dans les studios, qui est la responsable RSO, sujets sociétaux et environnementaux, nous disait en fait on n'est pas les meilleurs élèves au Hellfest, mais on tente de le devenir. On sait qu'on a des failles, mais maintenant c'est trouver les bons experts pour nous accompagner. C'est un peu ça, et puis nous c'est des problématiques. Alors après, quand tu vois certaines critiques qui nous disent oui mais vous faites pas ci, vous faites pas ça, etc. Oui, on le sait. Mais en fait, nous, on monte un festival de 60 000 personnes. Donc, des choses qui peuvent s'appliquer pour des festivals de 5 000, 10 000, chez nous, elles ne peuvent pas s'appliquer, par exemple. C'est très complexe de le mettre en avant. Je vois, par exemple, je prends le cas de la vaisselle recyclable, tu vois, qui devient de plus en plus obligatoire d'être mise en place en festival, que tu trouves déjà dans les fast-foods, etc. Nous, on y réfléchit depuis 2-3 ans, et c'est juste que là, en fait, vu la taille du festival, donc on a 60 000 personnes par jour, en fait, mettre de la vaisselle recyclable, là, à l'heure actuelle, ça voudrait dire installer une usine, peut-être un gros mot l'usine, mais voilà, une zone pour juste faire du lavage de couverts, d'assiettes, etc. Et donc, ça veut dire de la consommation d'eau aussi supplémentaire. Donc, en fait, ça implique d'autres problématiques qui, nous, du coup, prennent des proportions importantes dès que tu veux les appliquer chez nous. Donc, on est là aussi en disant, oui, mais attendez, c'est des idées que vous avez eues, effectivement, et des choses qu'il faut mettre en place. Mais nous, réfléchissez, pour le mettre en place, c'est très compliqué. Donc, prenez aussi, nous, nos contraintes et réfléchissons ensemble à mettre en place tout ça. Après, l'avantage aussi d'être un gros festival, c'est qu'effectivement, tu attires on va dire des experts, des gens qui sont très compétents dans ce milieu-là, qui veulent aussi faire avancer les choses, et qui sont compréhensibles et qui t'aident justement à aller de l'avant et là-dessus, quoi. J'imagine qu'il y a une énorme contrainte économique aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une machine qui tourne, mais qui ne peut pas se permettre de s'arrêter parce qu'elle prendrait un coût aux finances, et ce coût aux finances pourrait être catastrophique. Nous, on fait toute notre année en 4 jours, donc il ne faut pas se rater là-dessus. Et on a un festival qui est autofinancé à 99%. On a très peu de subventions publiques, surtout dans la période actuelle. Voilà, on sait que les vis vont se serrer, on va dire. Et donc nous, d'autant plus, je dirais, notre seul actionnaire, c'est le public. Donc il ne faut pas qu'on se merde, sur l'accueil du public, que les gens soient contents et aient envie de revenir, parce que c'est aussi c'est ce qui fait la survie du festival, c'est que les gens s'y passent un bon moment. Et voilà, parce que nous, si on se plante une année là-dessus, effectivement, on peut vite dégringoler, quoi. Si on présente un petit peu le Hellfest, pour ceux qui ne savent pas, qui arrivent là sur l'émission. l'émission. Peut-être pu commencer par ça. Ouais, mais moi, on fait les trucs dans l'ordre qu'on veut. C'est vrai qu'on se dit, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le Hellfest, moi, j'aime bien d'abord présenter mon invité. Qui tu es, où tu vas. On va parler du Hellfest. On va revenir sur 2-3 sujets, comment ça se prépare. Après, je t'ai prévu 2-3 questions. On veut des réponses. Ok. Qui y aura en 2026, par exemple? Non, on va déjà parler de 2025, c'est pas mal. Le Hellfest, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Hellfest, c'est le plus gros festival de France qui est dédié aux musiques métal et hardcore, en partie. C'est aujourd'hui le festival qui fait venir à peu près 240 000 festivaliers, grosso merdo. Plus de 180 groupes à chaque fois. Le festival qui vend tous ses billets sans donner un nom. C'est pas, attendez, vous allez venir voir un tel, c'est prends ton billet, on voit après. Ce qui est pas mal aussi. C'est le festival avec des éditions thématiques. On reviendra sur le thème de cette année aussi, justement, et comment vous choisissez ces thèmes. Où est-ce qu'on va? Pourquoi? Comment? C'est aussi, on le disait, un festival qui veut s'inscrire dans la durée, puisque vous avez expliqué quand même à plusieurs reprises, et vous mettez en place des choses pour pouvoir faire vivre aussi le lieu toute l'année. Justement, le lieu du Hellfest. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent en pèlerinage ou simplement en badaud. Ça met quand même la barre un peu haut, que tu disais d'être numéro 1. Ça fait quand même beaucoup de choses à présenter. Ouais. Cette volonté de s'inscrire dans le territoire clissonné, c'est important pour vous? Nous, c'est primordial, parce que le Hellfest, en fait, serait rien si c'était pas Clisson. Parce que c'est aussi ce qui fait toute la force de ce festival, c'est d'avoir eu la capacité d'embarquer avec lui les habitants. Parce que nous, on fonctionne du coup avec des bénévoles sur le festival. On a plus de 5000. Et la moitié, quasiment, des bénévoles sont clissonnais. Donc, c'est aussi un investissement qu'on a en local qui est important.
parce que voilà, en fait, la ville, en fait, Clisson, pour situer, c'est une ville donc à 30 km au sud de Nantes, voilà, qui est dans le Au vignoble. milieu du vignoble nantais. Au milieu du vignoble nantais, on peut pas trouver plus au milieu. Et du célèbre muscadet, voilà, l'appellation. Et donc, en fait, on est vraiment au cœur de la, je dirais pas la campagne, mais voilà, on est sur une ville quand même de 7000 habitants à l'année. Et pendant 3 jours, il y en a 70 000 en plus qui arrivent. Donc, ça fait quelques petits chamboulements. C'est un peu l'équivalent du centre-ville de La Rochelle, voilà, qui s'installe un peu chaque année sur le festival. Et donc, forcément, nous, l'implication des locaux, elle est très importante parce que c'est aussi des gens qui ouvrent leurs portes, qui louent leur maison, voilà, pour accueillir les festivaliers. C'est des commerces, voilà, qui ouvrent pour permettre aux festivaliers d'avoir les premières nécessités, etc. Et puis, il y a vraiment un sens de... ouais, nous, c'est un territoire sur lequel déjà Ben, donc le fondateur du festival, est originaire. Donc, il y avait ce côté aussi de faire des trucs chez lui. Il l'a défendu dès le début. Et puis, ça a marché, en fait. C'est surtout ça. En fait, c'était pas du tout écrit que ça devienne, en presque 20 ans, le plus gros festival de France. C'était pas du tout le projet à la base. Ça commençait par des concerts dans un gymnase avec des groupes de hardcore qui jouaient très peu en France. Et puis, voilà, ça a grossi. Et puis, chaque année, on a rajouté des styles, des thématiques, etc. Et puis, ça a pris de l'ampleur comme ça. Donc, vraiment, l'implication locale, elle est primordiale pour nous. Et puis, nous, on a eu la chance aussi d'être sur un site qui n'a pas bougé depuis une dizaine d'années. Voilà, maintenant, on est installé là-dessus. On a pu faire des aménagements pour accueillir, déjà, faciliter, nous, notre travail de construction, de montage des scènes, des infrastructures, etc. Et surtout, pour accueillir le public plus facilement, d'avoir un vrai confort d'accueil, tu vois, avec des chemins, avec des accès à l'eau, à l'électricité, un peu plus dispatchés partout sur le site. Contrairement à beaucoup de festivals où, en général, tu es dans un champ, avant le festival, il n'y aura rien, après le festival, il n'y aura rien, et donc, du coup, tout est éphémère et l'accueil peut pas être le même là-dessus, quoi. C'est aussi plus de 5000 bénévoles, comme tu le disais, Ouais. qui font aussi tourner une grosse partie de la machine. Oui. C'est des bénévoles qui vont être présents à différents postes, mais qu'il faut aussi penser à nourrir, à loger. Il y a toute une mécanique, il y a la ville dans la ville, en fait. C'est un peu... tu vois, c'est SimCity, quoi. Il faut construire... il faut que tu aies, en fait, d'abord les premières... en fait, le montage du festival commence fin avril. Et les premières zones qui arrivent, c'est la cantine des techniciens, leur zone camping, les douches, l'électricité pour cette zone-là. Et puis après, on a effectivement les éléments de décor qui arrivent, etc., les scènes quasiment en dernier. Mais oui, effectivement, il faut que les techniciens ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils se lavent, etc. Les bénévoles aussi, les festivaliers aussi. Donc il y a tout un tas de... comme dans une ville, en fait, il faut que les gens vivent. Donc toutes les infrastructures et besoins nécessaires, il faut les installer. Et c'est de l'éphémère à chaque fois, enfin du quasi-éphémère pour la plupart du temps. Donc c'est tout un travail de montage là-dessus. Et bien sûr, si on n'avait pas les bénévoles, on n'aurait pas de festival. Pour 4 jours en juin, tu dis, on commence à pré-monter en avril. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment se répartit l'année ? On va revenir sur la prograde cette année après. Je le garde ce moment-là parce que c'est le moment où on va partir. Là, on va dériver, on va passer à la 3e. Comment se passe l'année pour vous à partir de... Partons à l'arrêt d'un Hellfest. Le Hellfest vient de terminer. Que se passe-t-il ? Déjà dormir. Non, tu dors ? Ça t'arrive des fois ? Ça m'arrive de dormir. Non, effectivement, il y a toute une phase. Nous, en juillet, c'est un peu le bilan, voilà, rangement, nettoyage. On prépare un peu les vacances parce que tout le mois d'août, on est fermé. Après, on arrive en septembre sur... on se remet un peu doucement en route. Nous, on préparait... alors, avant, on vendait les billets du coup en septembre. Maintenant, on les vend une dizaine de jours après le festival. Donc, septembre, voilà, est un peu plus tranquille maintenant. On a vraiment le temps d'avancer sur la partie programmation. C'est là où vraiment les choses commencent à se concrétiser. Il y a déjà des discussions qui commencent dès juillet et même des fois encore avant. Donc dès septembre, on commence vraiment à rentrer dans le dur de la programmation, voilà, à caler les plus gros groupes, à se voir dessiner un peu l'affiche de l'édition qui arrive. Et puis après, on rentre à partir d'octobre-novembre sur les premières discussions techniques, voilà, les gros aménagements à faire, en fonction justement des retours qu'on a eu du public, quelles vont être un peu les priorités, quelles choses aussi on a vu améliorer sur le festival. Voilà, novembre-décembre, on arrive sur l'annonce du line-up. Voilà, les équipes commencent à préparer la venue des artistes, tu vois, récupérer les premières infos, les riders, les fiches techniques, etc. Savoir quel groupe
la tête d'affiche va vouloir jouer combien de temps, etc. Ce qui va permettre de commencer à faire un planning. Et puis janvier, le tunnel commence, on va dire. Donc c'est là où les équipes techniques commencent vraiment à refaire les plans, les installations, les premières réunions de calage jusqu'à février-mars. Là, on a des renforts qui arrivent pour aider, parce qu'on travaille beaucoup avec des intermittents, des contrats courts aussi qui viennent en renfort parce qu'il n'y a pas assez de travail, je dirais, à partir de septembre-octobre. Il faut plutôt que ça vienne à partir de mars. Et puis après, avril, c'est parti. Et puis voilà. Et entre-temps, voilà, on cale des petites choses, on fait des warm-up, on fait des braderies, on fait des petits événements un peu à droite à gauche. On essaie de... du coup, on est aussi beaucoup sur Paris, à avoir des rendez-vous, des partenaires, relancer le club des mécènes aussi, parce qu'on a un club des mécènes dans le Hellfest. Voilà, c'est tout un tas de choses à faire. Et donc, ça représente, tu vois, en termes d'emploi, on est à 26 personnes à l'année maintenant, 28 même, je crois. Donc, ce qui est énorme pour un festival en France, qu'en général, c'est plus des équipes d'une dizaine de personnes. C'est 28 salariés qui mangent aujourd'hui parce qu'ils travaillent au Hellfest à plein temps. Ouais, c'est ça. Et après, tu rajoutes aussi toutes les personnes qui sont en contrat court, en intermittence. Et on arrive à plus de 1000 personnes au temps fort du festival, je dirais, qui sont salariés par Hellfest, quoi. Ça en fait du monde, je dirais. Ça doit pas être évident de passer de 26 à 1000, plus les 5000 bénévoles à gérer. C'est exponentiel, en fait. Ouais. Chaque année, t'as... Attends, mais je connais pas, il était pas là la semaine dernière. Il était pas là hier, attends, il y a une nouvelle équipe. Donc ouais, ça grossit. T'es 26 au bureau, je comprends pas, rentre plus dedans. C'est un peu ça, ouais. Et puis il y a beaucoup de monde aussi qui travaille sur le site. Voilà, des menuisiers, des plombiers, des électriciens, C'est une ville. Ouais, c'est aussi ça le truc cool, c'est que c'est vraiment une ville qu'on construit et qu'on démonte, et qu'on construit, qu'on démonte. Et il y a presque plusieurs festivals dans le festival. C'est-à-dire qu'il y a le Hellfest que tout le monde connaît, mais il y a aussi la partie avec le camping, il y a aussi la partie Hellcity, il y a aussi la partie Web TV, il y a aussi... En fait, on a presque l'impression qu'autour du Hellfest, il y a plusieurs Hellfest, en fait, selon qui tu es, où tu vas. Il y a autant de festivals, je pense, que de festivaliers. Hein. C'est chacun à son Hellfest. T'as effectivement celui qui va être aficionados des concerts, avoir son planning à la minute près et toujours être au taquet, voilà, en fonction des horaires de concert. Et puis t'as celui qui va faire un peu sa vie, un peu son planning en fonction de ses envies, de son mood et tout, etc. Donc t'en as qui, des fois, ils sortent pas du camping avant 18h, hein, parce que ils avaient déjà trop de trucs à faire avant, ou je sais pas quoi. Donc c'est aussi un peu tout ce côté imprévu aussi qui est drôle, quoi. Cette année 2025, parce qu'on va quand même y venir, 184 groupes annoncés. 183. 183 tu vois, 18e édition. Alors de mémoire, j'ai le chiffre, c'est 766 artistes au complet, 700... Ouais, je sais plus, je crois que c'est Greg de Musique. On était presque à 777, je crois. On n'était pas loin, je suis un peu déçu, ça aurait été très chouette. Et on a notamment, donc il y a 106 groupes là, qui vont performer pour la première fois au Hellfest. Ce qui est énorme pour un festival, de dire il y a aujourd'hui une énorme partie de personnes qui n'ont jamais fait le Hellfest. On vous affiche sur la vidéo là actuellement justement la programmation. Si vous êtes sur Spotify ou sur Deezer et que vous nous suivez, il faudra aller voir ça sur Internet sans aucun souci. Et on a notamment, pour commencer par ça, une journée Main Stage 2 consacrée à des artistes uniquement féminins. Ouais, ça c'est une journée qu'on voulait faire depuis très longtemps, je crois, depuis l'édition 2019. Et pour des questions tout le temps de planning, forcément, c'est toujours compliqué. C'est la principale contrainte. Hein, pourquoi on n'a pas tel ou tel groupe une année, c'est 99% du temps, c'est à cause du planning. Donc ouais, c'est une journée qu'on voulait faire et mettre en place depuis un moment. Donc là, les planètes se sont enfin alignées pour cette édition-là, même si on avait des pistes qui ont été abandonnées, mais du coup, on a changé... avec d'autres groupes et ouais, pour nous c'était important de l'avoir cette journée parce que on est dans un style musical souvent considéré comme masculin, voilà, parce qu'une image, une iconographie très masculine, surtout dans certains styles musicaux comme le black, le hard rock, etc. par exemple. Mais c'est aussi une musique qui paradoxalement regorge justement de talents portés, enfin des formations portées par des femmes. Et qui, justement, je trouve, ont ce côté de porter un truc vraiment
important, tu vois, d'avoir ça dans le sang, parce que c'est aussi c'est une musique qui vient un peu de la revendication, de la rébellion, le rock et le métal. Et donc, je pense que c'est la meilleure musique pour exprimer un peu tes positions, tes valeurs, et puis ce que tu veux défendre. Et puis c'est montrer aussi qu'il y a des, notamment là, toute une scène de metalcore, tu vois, avec des spirit box, notamment qui mettent des patates monumentales par rapport à d'autres groupes où il y a des mecs dedans. Donc c'est aussi de montrer en fait que c'est pas une question de sexe ou de genre, voilà, qui cartonne en métal. Voilà, c'est aussi juste une question de talent, quoi. On a vu justement que ça fait partie de l'actualité aujourd'hui, hein, les sujets de violence sexiste, violence sexuelle. Il y a aujourd'hui un travail qui a été fait de par le Hellfest, avec notamment le Healthcare, qui est cette maraude en fait créée il y a 2 ans autour justement de tout ça. Mais il y a aussi cette journée, comme on le disait, 100% féminine sur la main stage. Et de l'autre côté, et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui, hein, ça a enflammé la toile sur cette progrès de cette année. Il y a des voix qui se lèvent contre une programmation, notamment de Falling in Reverse, ou alors encore de Till Lindemann, qui est accusé, tu vois, d'être à géométrie variable. T'en penses quoi, toi? Aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est des groupes où vous pouvez dire non? Bah oui, effectivement, il y a un sujet maintenant, et tant mieux, je pense, parce que ça montre aussi on est quand même dans une société qui évolue, et c'est un sujet d'ailleurs de société. Donc c'est forcément, il est normal qu'on en parle, tu vois, sur le festival. Mais après, effectivement, nous, on n'est pas dans une position de militantisme, je dirais, là-dessus. Nous, on a un métier, c'est être programmateur de festival, donc c'est programmer des artistes et les faire venir sur scène. Et nous, on n'est pas là, on va dire, pour appliquer, voilà, des décisions de justice ou autre. Donc on a effectivement nos choix artistiques sur des artistes. Faut voir aussi que c'est des artistes qui sont attendus, hein, tu vois, un Flaming Reverse par exemple rempli à Bercy, complet dans tous les sens, donc il y a une attente aussi du public autour de ce groupe, et on l'aurait pas mis, on aurait eu forcément des critiques de ne pas l'avoir sur le festival. Donc effectivement, il y a, je peux l'entendre, que certains et certaines, ça peut les choquer d'avoir certains groupes là-dessus, mais le fait est que voilà, nous on a une seule boussole, je dirais, qui est la justice là-dessus. Et on estime que c'est des groupes aussi qui ont leur place au Hellfest sur cette programmation, quoi. Il y a tout ce travail, c'est pas le seul vecteur aujourd'hui, là, l'annonce justement des groupes. Pourtant, on a des groupes très cool, hein. Moi, pardon, Linkin Park, moi, je suis très très content, ça va être très cool. J'ai vu le concert, c'est Stade de France rempli en 1 heure, donc comment dire que c'est très très cool. Ils ont eu aussi un gros appui, hein, le fait d'avoir été la musique des Words de LOL. Au moment donné, très peu de temps après, tout le monde était là, ouais, je sais pas, on verra. C'est sorti en Words de LOL, tout banger, banger. Donc c'est vrai qu'il y a un côté aussi, tu sais, très réseaux sociaux, très actualité. Alors c'est pas les seuls groupes, mais il y a notamment un groupe qui fait débat. Il y a un groupe qui fait débat. Quoi, ce que tu veux parler. Je vais te parler de Dépêche Mode au Hellfest. Non, l'annonce de Muse. Et depuis quelques années, en fait, de voir l'évolution. On va pas parler de Muse en particulier, mais de cette évolution et de cette ouverture sur les derniers Hellfest. Il y a eu Royal Blood, Chaka Punk, il y a eu Machine Gun Kelly. Ils sont pas diamétralement la baseline en fait du Hellfest comme on l'entend depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a pas mal de gens qui reprochent, de dire voilà, le Hellfest c'est devenu trop commercial, trop ouvert. Quel est aujourd'hui, vous, votre leitmotiv dans cette ouverture? Nous, déjà, on est face à un constat, c'est que c'est une musique qui évolue tout le temps. Le métal, voilà, il y a 10 ans, 15 ans, ça n'avait rien à voir avec le métal qu'on connaît à l'heure actuelle, hein, tu vois, il y a 10-15 ans, il n'y avait pas de Bring Me, il n'y avait pas d'Architects. Enfin si, mais ils jouaient dans des salles de 50 personnes. Voilà, c'était encore l'heure de gloire un peu encore des gros groupes et titans du métal. Et puis là, force est de constater qu'on est quand même un peu à la croisée des chemins. Donc il faut aussi suivre un peu cette actualité. Et c'est pour ça que moi je trouve justement c'est une des affiches les plus en lien avec l'actualité et la scène à l'heure actuelle, en 2025. Parce que quand tu vois la plupart des groupes tu vois, comme tu disais, Linkin Park qui remplit un stade de France, Muse qui remplit des stades partout dans le monde, Korn, voilà, qui est un peu sur le revival depuis quelques années, depuis quelques mois, avec voilà, ils sortent une tournée avec Gojira aux US où ils ont
empli des arénas en tête d'affiche. Gojira qui aussi a fait évoluer énormément le métal avec cet Gojira, été. Cet notamment, été, voilà, il y a eu tout plein de gens disent quoi ce truc-là. Alors on était dessus. C'est- Je C'est banger. tiens à le redire, voilà, on était dessus, mais ça ne s'est pas fait parce que ils étaient en enregistrement au mois de juin. Enfin, ils seront en enregistrement en mai-juin, donc on a tout essayé. On a fait des pirouettes, des galipettes, tout ce qu'il fallait, mais ça n'a pas suffi. Et surtout, non, voilà, ils ont un planning, ils sont très rigoureux là-dessus et je les respecte pour ça aussi. Ça fait partie de pourquoi aussi ce groupe est important dans la scène. C'est un groupe qui a un plan, quoi. Et donc, leur plan, c'est l'enregistrement. J'ai l'impression et je qu'ils vois ont, pas. ils ont aussi beaucoup aidé cet été avec les JO. Leur Bien sûr, je pense interprétation que, était ouais. tellement exceptionnelle que partout dans le monde, les gens ont dit ah, C'est donc ça le métal. C'est ça le métal. Ah, d'accord. Ah, c'est pas mal quand même. En plus, vous avez vu, ils ont redécapité Marie-Antoinette. Ça, c'est très chouette. Moi, j'ai adoré le tableau, était magnifique. Je pense que plein de gens se sont dit en fait, c'est pas juste des gens qui hurlent. Ah la vache. Ouais, mais c'est parce qu'on est dans une musique encore qui vit avec beaucoup de stéréotypes, malgré tout, malgré les années, voilà, des gorgeurs d'enfants, de crier, de pas être une musique, on va dire, que ce soit pas une musique, en fait, que ça soit du bruit. Bah non, en fait, au contraire, c'est une musique qui a beaucoup de similarités avec même la musique classique. Ça, c'est les musiciens classiques qui disent ça, donc voilà, quand même. Et ouais, je pense que c'est encore une musique qui souffre un peu de stéréotypes ancrés très profondément dans la société, parce que c'est aussi un traitement médiatique qui a permis, qui a malheureusement donné ces stéréotypes. Et donc, ouais, il y a un peu les gens se sont dit, le métal, c'est un mec qui crie dans un micro. Bah non, en fait, c'est un mec qui dit des choses profondes, une musique cathartique, certes, mais qui représente des choses et qui est quand même cool. Voilà. C'est des artistes qui ont des vraies convictions. On parlait de Gojira. Bien Gojira sûr, qui dit, pense, vous leur avez proposé le Hellfest cette année. Ils ont dit, non, on est en enregistrement. Et, parce qu'on a un nouvel album qu'on prépare. Et la première date qu'on veut faire, c'est dans le Périgord, devant 400 personnes, parce que c'est chez nous et qu'on veut pouvoir. Alors non, je sais plus c'est pas le vraiment Périgord, ça, mais non, ils jouent à Carcassonne, mais ouais, c'est bon, il y a Carcassonne. 3000 personnes quand même. Oui, c'est pas le Hellfest, hein. J'ai le droit d'être déçu parce que ce que je dirais. Mais non, effectivement, on était dessus et bon, ça l'a pas fait. Écoute, on restera en 2026 et j'ai bon espoir. Mais du coup, je sais plus du tout ce qu'on disait. Je disais que c'est aussi des artistes qui ont. C'est pas juste des gens qui arrivent et qui gueulent, oui. C'est aussi des artistes qui ont leur façon de faire, leur processus artistique, qui justement vont plus loin, quoi. C'est ça, et puis voilà, il y en a avec toute une démarche, t'as aussi des thématiques en fonction des groupes. Enfin, c'est une musique de toute façon qui est tellement riche aussi d'un univers. Voilà, il y a des liens avec le cinéma, avec l'iconographie, la peinture, l'histoire, etc. Donc c'est vraiment Enfin, nous, on est juste l'arbre qui cache une forêt. Enfin, c'est plus une forêt, c'est un continent d'arbres. Il y a tellement de styles, limite, par groupe qui jouent. C'est assez. C'est ça qui rend cette musique passionnante. C'est pas une musique dans laquelle tu vas t'ennuyer, en fait. Il y a tellement de nouvelles choses qui existent partout et qui ont existé. Donc, c'est hyper riche à écouter. Donc, après, effectivement, il y a un peu des jalons à passer pour. Voilà, tu commences par les décès, peut-être par des trucs un peu plus cool, et puis après tu peux rentrer au fur et à mesure dans d'autres styles qui vont être de plus en plus exigeants, on va dire. De ce fait-là, vous, l'ouverture, vous êtes quand même le festival qui vend les billets alors qu'aucune line-up n'a été annoncée, quoi. Le fait d'ouvrir à chaque fois, est-ce qu'il y a un côté pour vous qui est commercial ou pas? C'est aujourd'hui une vraie volonté d'ouverture, de dire le métal ne se limite pas à simplement 3 styles musicaux, c'est aussi l'ouverture sur l'actualité et ce qu'on peut voir aussi sur d'autres groupes. Nous, on s'est jamais entre guillemets vendu comme un groupe, comme un festival de métal, un festival de musiques extrêmes. C'est un peu un terme un peu bâtard, mais c'est un peu ce que tu mets à une sensibilité, on va dire, dedans. Nous, effectivement, au début, on avait beaucoup de hardcore, beaucoup de black, de death. C'est un peu la base du festival quand c'était les premières années et au Fury Fest. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, voilà, le festival grossissant, on s'est dit tiens, on va rajouter du hard rock. Tiens, on va rajouter du heavy, on va rajouter du power, du sympho, on va rajouter du stoner, du sludge, du rock, du punk français, etc. Et donc du coup, voilà, c'est un peu des ingrédients qui sont rajoutés dans la recette. Et puis c'est ce qui fait le Hellfest maintenant. Et alors le côté mainstream, je reste quand même un peu. J'aime pas trop cette notion non plus parce on n'a pas non plus, quand tu compares la fiche du Hellfest par rapport à tous les autres festivals français, il n'y a pas beaucoup de groupes en commun.
on va pas se mentir. Alors moi j'ai une tendance, hein, c'est quand même que dans les festivals français à l'heure actuelle, on a presque l'impression de voir souvent la même affiche avec une ou deux personnes qui changent. Bah, parce qu'on est dans des festivals peut-être un peu plus généralistes sur des. En fait, ces festivals-là, je dirais, ont une obligation de suivre un peu l'actualité des artistes tendances. Voilà, il faut avoir telle tête d'affiche qui passe à la radio, tel artiste qui est en train de péter les streams, tel artiste qui fait un carton en tournée, etc. Donc, voilà, ils sont obligés un peu d'avoir ces groupes-là pour avoir aussi une billetterie qui suit derrière et qui a un taux de remplissage important. Et nous, bah, en s'affranchissant en fait de ce côté, on suit une tendance et tout. Non, on suit nous une ligne directrice, une ligne artistique. C'est notre voilà, on s'est dit on fait un style musical précis et on reste là-dedans. Et après, bah voilà, libre à nous après de piocher. On a effectivement allé piocher des fois des groupes qui avaient peut-être rien à voir avec la définition qu'on peut avoir dans le métal, dans le Larousse, quoi, j'en sais rien. Mais pour nous qui ont en fait et pour les gens qui écoutent aussi cette musique, qui sont légitimes. Je prends l'exemple de Cypress Hill, qui est un groupe de hip-hop. Hein. Il n'y a pas eu de guitare sur scène. Hein. C'est c'est batterie, machine et puis deux MC. Donc en fait, tu te retrouves à avoir un groupe pourquoi qui est problème chez nous parce que bah, Cypress Hill ont fait des collabs avec des groupes de métal. C'est les gars qui ont fait Judgment Night avec d'autres groupes. Voilà. T'as des gars le chanteur de Cypress a été dans Prophets of Rage, donc avec les gars de Rage Against the Machine. Donc voilà, en fait, c'est des gars qui sont validés entre guillemets par la scène et ils ont toute leur place chez nous. Et pour nous, c'était logique de les avoir. Prodigy aussi qu'on a eu l'an dernier, bah, c'est pareil, c'est de l'électropunk. Ça n'a rien à voir normalement dans un festival de métal. Bah si, en fait, c'était un des concerts qui a le plus cartonné l'an dernier et les gens étaient comme des fous. Donc t'as un peu des groupes effectivement un peu ovni. Tu dis bah ouais, mais qu'est-ce qu'il fait dans un festival métal et en fait, quand tu regardes un peu la carrière du groupe, quand tu regardes ses influences, sa discographie, et puis bah, comment elle est perçue aussi dans cette scène-là, bah, ça marche. Et pour nous, effectivement, bah, Muse, la question s'est posée. Enfin, la question se posait déjà depuis quelques années quand on a effectivement commencé à récupérer même des groupes comme... je prends l'exemple, mais tu vois, on a eu une année... tu vois, des Sum 41, par exemple. Quand on a fait Sum 41 la première année, c'était là, mais pourquoi il y a Sum 41 ? Bah ouais, c'est l'époque. Vous avez fait Tenacious D aussi. Ouais, on a fait du Tenacious D, tu vois, on a fait des trucs comme ça. Et bah en fait, c'est des groupes qui sont voilà, qui ont leur place. Et donc tu vois, Muse, bah ouais, on s'est dit, bah ouais, t'écoutes les premiers albums de Muse, je suis désolé, les solos de guitare quand même, ça arrache bien quoi. Et puis Matthew Bellamy, enfin c'est un des plus talentueux chanteurs, je pense, des années 2000-2010. C'est un groupe aussi qui a joué dans des festivals américains comme l'Aftershock où tu peux retrouver Slayer, Maiden, etc. à Kiss, et puis un soir Muse aussi. Donc voilà, il y avait aussi des signaux qui montraient qu'on ne faisait pas non plus fausse route, et que c'est un groupe qui, en plus, s'est adapté sa setlist pardon, en fonction des festivals dans lesquels il joue. Donc pour nous, il n'y avait pas de... C'était logique, et puis ouais, effectivement, il y a des réactions toujours de gens qui ne sont pas satisfaits parce que c'est pas leur goût. Mais globalement, tu vois, l'accueil a été plutôt hyper positif de Muse, quoi. Est-ce que c'est dur pour vous de voir que dans d'autres pays, et notamment sur tout le continent américain, ils arrivent à mixer vachement ça et c'est hyper bien accueilli et que des fois, bah, où elle fait, vous êtes souvent attendu au tournant à chaque proposition de line-up. Presque l'impression de dire bon allez c'est quoi cette année allez c'est quoi qu'on n'a pas bien fait voilà. Qu'est-ce qui va pas? Bah je pense qu'aux US il y a une culture en fait de cette musique rock. Tu vois, c'est une musique qui passe beaucoup à la radio. C'est une musique qui est beaucoup plus dans les mœurs. Dans le moindre bar, t'as un groupe qui va jouer du rock, une playlist qui va passer et tout. Il y a plus cette culture parce que aussi c'est une musique qui vient de là-bas, qui est très américanisée, anglophone aussi. Il y a aussi ce côté, voilà, bah en France, t'as des quotas à la radio de francophonie, donc ça a freiné vraiment la diffusion du rock dans les playlists et tout, enfin le rock du moins anglophone. Et donc ouais, je pense qu'il y a une histoire de culture avant tout. Les Américains sont peut-être plus... bah ouais, ils acceptent un peu mieux quand il y a des doses comme ça de groupes qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec la définition même du métal. Parce qu'après, il y en a aussi qui pensent le métal, c'est Slayer, c'est Maiden, qui se réfèrent juste à un groupe. Mais non, en fait, il y a des métals, il y en a autant qu'il y en a autant de groupes. Donc du coup, tu peux pas avoir ce côté omniscient que dans une programmation. C'est sûr que nous, on est obligé de faire des choix déjà en fonction, je l'ai dit, des disponibilités des groupes. Et puis bah, nous, on fonctionne aussi par thématique. Voilà, on attend de... En fait, on book d'abord, par exemple, nos têtes d'affiche, et ensuite, on déroule une journée, par exemple. C'est ce qui nous permet, en fait, d'avoir ce côté proposition. C'est
pour ça que tu arrives tu vois, par exemple, tu as une journée new metal, tu as une journée metalcore, tu as une journée un peu plus hard rock et heavy, une journée un peu plus prog, etc. Et nous, on aime bien, c'est un choix artistique, hein, c'est pas le cas de tous les festivals. Il y en a qui prennent tous les groupes, qui mélangent un peu. Donc en fonction de l'heure, tu peux te retrouver avec tout et n'importe quoi. Nous, on fonctionne pas comme ça. Nous, voilà, on veut faire des thématiques parce qu'on se trouve, nous, enchaîner, je sais pas, Ultra Vomit et Electric Callboy, on trouve que c'est logique, quoi. C'est le fun. Ah, moi, j'y serais. Hein. Il tout devant. Il y a un côté qui est très fun. Tu parlais un peu du territoire américain. Là. Ils ont ce côté un peu très fun de faire souvent des duos. Est-ce que tu as vu un peu ce que System propose là? Ils ont tout vendu en quelques instants. Ils ont quand même on fait aimerait bien avoir les mêmes affiches en Europe. Des duos improbables. Korn, System, il y a eu Avenge aussi, je crois, Deftones. Enfin. C'est ça, ouais. Les 3 affiches, c'est ça. La première partie, on est dégoûté quand on voit les... les affiches des festivals. Enfin, j'ai cité l'Aftershock, t'as le Welcome to Rockville, t'as Sonic Temple et tout. Tu regardes les affiches, tu fais mais ouais, on veut avoir la même. Mais bon, nous, on est dans des logiques et d'autant plus après le Covid, où il y a beaucoup de difficultés à monter des tournées maintenant parce que c'est des tournées qui coûtent de plus en plus cher avec l'inflation, le coût du transport et puis le fait que maintenant les groupes ont besoin de tourner pour vivre. Il y a plus d'argent, on va dire. Avec la vente de CD avec notamment. La vente de CD notamment, voilà, qui s'est complètement effondrée. Donc ouais, on est obligé. Les groupes sont obligés maintenant de tourner. Et il y en a qui maintenant font leur budget de tournée, donc posent des options, etc. Ouais, je confirme chez vous, pas de problème et tout. Et puis ils font les comptes à la fin. Ah ouais, maintenant en fait, là si on fait la tournée, on perd de l'argent, donc on est nul. Et donc c'est pour ça que tu as plein de groupes qui maintenant regardent à 2 fois avant de venir en Europe. Et s'il n'y a pas des festivals comme nous, le Hellfest, où on se dit ok, on vous prend. En plus nous, les festivals, plus t'es gros, plus on te fait payer cher, hein, bizarrement, parce qu'ils savent que tu as les moyens. Donc nous on accepte aussi parce que c'est des groupes qu'on veut et qu'on veut programmer. Donc en fait, si nous on se positionne pas sur des groupes, parfois il y a des tournées qui vont pas se monter. Donc c'est toute la complexité aussi de ce métier. Et t'as envie de répondre aux gens, mais en fait là tous les noms que vous citez, pourquoi ils sont pas là? Mais en fait on a déjà essayé, c'est juste que ça marche pas. C'est une question d'ailleurs que j'avais. Cette année tu as fait quelque chose de nouveau. Oui. Tu as été à l'initiative de la programmation de 27 groupes tout à fait. Sur ce line-up. Ça, c'était en plus de ton taf de... La petite cerise sur le gâteau, quoi. Ouais. Et puis t'en as été... Moi, j'ai pu voir tes posts sur les réseaux, sur LinkedIn, etc. Ça avait l'air d'être un vrai accomplissement pour toi de pouvoir être à l'origine de la programme de 27 groupes. Parce que quand même, quand tu programmes des petits concerts dans des bars à Orléans avec 100 personnes, 150 personnes, et que tu te retrouves 10, 12 ans après à appeler des groupes, bonjour, c'est combien? 300 000, ok, pas de problème, allez, c'est parti. Allez, let's go. Non, mais je rigole, mais ouais, effectivement, c'est un accomplissement parce que c'est aussi une grosse responsabilité, parce que tu dis, putain, faut pas que je me plante, quoi. Donc, tu y réfléchis à 2 fois, et puis je trouve ça cool, enfin, comme métier, il n'y a rien de plus cool quand même de programmer des groupes et de dire, je vais faire tel enchaînement, comme ça va plaire aux gens, et ça va être cool. En fait, ça me permet de me mettre aussi dans la place du public et de me mettre en tant que festival et me dire ok, qu'est-ce que j'aurais envie de voir, ok, on y va, vas-y, je mets ça, je mets ci, etc. Et puis voilà, quoi. Comment vous travaillez cette fameuse programmation combien un groupe comment vous allez construire autour de tout ça? Parce que souvent les gens ils voient la line-up arriver. Comment ça a commencé? Ça commence combien de temps à l'avance? 2, 3 ans, 1 an, ça dépend des groupes. Comment tu vois, comment il suffit quoi? T'appelles, tu dis salut, c'est le Hellfest. Alors, ça vous tente pour l'interrogation? Ça serait plus vite si ça fonctionnait comme ça. Mais non, nous on fonctionne en fait. Alors déjà, nous on est 4 programmateurs au Hellfest, donc moi et Ben on est sur les main stage. Ben est plus sur les gros headliners parce que c'est des gros montants. C'est en général avec aussi une histoire d'affinité avec des agents et des managers. Et donc Johan, qui est cofondateur du festival, qui s'occupe de la Valley Warzone, et Christy, qui s'occupe de la Altar Temple. Donc voilà, les 2 scènes en fait encore en sous-tente. Et donc ça fonctionne que, alors déjà nous, on n'a pas le numéro de tous les groupes, ou le mail du chanteur, du leader, non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne avec des agents et des managers. Donc le manager représente en général les intérêts du groupe, donc c'est lui qui a un peu la stratégie, c'est lui qui est vraiment au contact tous les jours limite avec le groupe. Et puis en fait, tu as l'agent qui représente le management et d'autres managements d'autres groupes, et qui lui, par exemple, vient te voir et dit ok, j'ai un catalogue, cette année il y a ça qui tourne, et donc
Bah, c'est comme un menu, ok, cette année au programme, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Et te dis presque, tiens, j'ai un tel et un tel dispo. Ouais, Tiens, si tu veux prendre lui, je te fais une remise. bah, c'est Let's go, presque quoi. ça. Ouais, Enfin, c'est de la gestion d'influence, comme on pourrait gérer des Ouais, influenceurs. ouais, alors je dispo, connais mal le milieu de l'influence. Non, mais c'est pour ça en que je te dis parler. qu'on n'est pas trop loin, en Mais fait. c'est ça, ouais, comme le football et le mercato, quoi, tu vois, c'est un peu ça. Tu dis, bah, ok, dans mon équipe, je veux ça, etc. Donc, et bah, après, tu composes aussi avec tes budgets, hein, bien sûr, parce que ça coûte de l'argent. Donc voilà, après, il faut. Nous, on regarde, voilà, en général, ce qu'on essaie de faire, c'est on se fait une prog de rêve. On se dit, ah putain, cette année, je verrai bien ça, je verrai bien ça. Tac, 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 tac. Et puis après, il y a la réalité. Ah bah non, lui, il est pas dispo. Ah bah non, eux, ils ont splitté. Ah bah non, eux, ils sont en tournée en Amérique du Sud, donc ils seront pas là. Alors là, oui, ça peut le faire, mais il faut qu'ils jouent tel jour. Ah ouais, mais non, du coup, ça va pas avec la journée. Donc, Ce qui est dingue, c'est un c'est que pour Tetris. faire ça, c'est que t'es fan aussi de base. Donc des fois, tu dois Bah être oui, déçu bah sinon t'es de obligé. dire, de Bah base, oui. ils avaient dit OK, et en fait, non. Ouais, bah après, t'essaies de mettre un peu le côté affect personnel de côté, sinon tu t'arraches les cheveux. Mais non, effectivement, il faut être fan. Déjà, il faut écouter beaucoup de musique, hein. Moi, j'en écoute tous les jours dans ma voiture, chez moi, etc. Enfin, faut vraiment vivre de ça, parce que sinon, tu peux pas juste dire, t'écoutes 30 secondes, ouais, c'est bien, allez, je programme. Non, faut creuser un peu, faut aller voir aussi des trucs en concert, parce qu'il y a des choses, des fois, qui en CD rendent différemment en live et inversement, tu vois. Donc, c'est aussi bien de le voir en vrai. Et puis, bah, il y a aussi, il faut être un peu à l'écoute du public. Faut arriver un peu à pressentir ce que les gens aimeraient voir ou ce qu'ils ont envie de voir, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on traîne beaucoup. On épluche quand même beaucoup les commentaires sur les réseaux. On regarde beaucoup ce qui se passe sur notre Discord, sur le forum, ce qui se passe aussi dans d'autres forums, ce que disent d'autres médias, etc. Et puis, ouais, c'est d'arriver à faire des tendances. Et puis, bah, il y a aussi ce côté un peu. Faut avoir du flair, quoi. Faut se dire, ah bah tiens, ça, ce groupe-là, je le sens bien. Et puis en fait, bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Tu arrives à trouver un peu la nouvelle pépite ou pas. Mais c'est aussi ce qui est cool en festival, c'est que tu vas pas seulement pour une tête d'affiche et dire ah ouais, je vais le voir. Parce que c'est pas non plus les meilleures conditions en festival pour voir un full show. Parce qu'en général, les groupes viennent pas avec tout leur kit. Ils sont sur une scène où on leur impose des contraintes techniques parce que sinon on pourrait pas accueillir tout le monde. Donc, ok, la tête d'affiche, c'est un peu la locomotive qui va peut-être te donner envie d'y aller, mais tout notre travail aussi, c'est de te montrer qu'il y a des choses avant, il y a des trucs hyper cool, des trucs qui vont être cool, et dans 6 mois, ça va exploser, ça fera des plus grandes salles, donc on va les découvrir à ce moment-là. Et puis bah, maintenant, je pense que les festivals ont vraiment un rôle de dénicheur et pour le public, hein, je parle vraiment de plus que parfois d'écouter des playlists au hasard et tout, c'est que des fois, tu arrives en festival, tu découvres. Tu tombes sur des trucs au hasard, t'avais T'as pas la prévu. possibilité d'aller voir 6 concerts d'affilée, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire Ouais, que. c'est 3 concerts. T'as toujours 3 scènes qui jouent Oui, en oui, même temps non, qu'une autre. quand je te dis 6 d'affilée dans ta journée, c'est-à-dire que tu as la possibilité de te dire tiens, je vais à gauche, je vais à droite, j'écoute 10 minutes de ça, 20 minutes, ah, j'avais prévu 20 Ouais, minutes, j'y reste 3 heures. Et en fait, tu as ce côté où tu as cette possibilité d'aller voir 6, 7, 8, 9 concerts d'affilée dans ta journée, quoi. C'est ça. Et c'est ce qui est très fun en disant bah, j'avais pas prévu. Tiens, j'aurais dû payer une place, j'y serais pas allé que pour ce groupe-là, mais comme il est là, je vais écouter et en fait, je suis très fan. Bah ouais, justement, là, il y a un youtubeur, là, Doomdad, qui a fait un petit jeu, justement, suite à notre annonce, qui disait, bah voilà, pour savoir si vous êtes encore fait pour aller au Hellfest, bah vous prenez un gros groupe, vous dites, allez, si ça passe chez moi, je suis prêt à mettre 30 € pour les voir, parce que maintenant, 30 €, c'est à peu près le prix d'un concert en salle. Et puis, bah, je me fais une autre cagnotte de 5 € pour les groupes qui, en gros, s'ils passent chez moi, bah oui, je mettrai 5 € pour les voir en découverte, quoi. Et donc, tu te fais un peu ta cagnotte comme ça, tu prends chaque groupe, tu dis, ok, lui, je mettrai 5 ou 30 ou rien, et puis voilà. Et si tu arrives à plus du prix du pass, bah, en gros, oui, le festival est fait pour toi parce que tu vas voir tellement de choses que, du coup, je dirais c'est presque rentable de venir chez nous parce que par rapport au nombre de concerts que tu pourras faire dans l'année, bah, ça te coûtera moins cher, quoi. Bah, c'est sûr que quand tu vois cette année, l'année dernière c'était déjà le cas, mais cette année, aujourd'hui, rien que les mains, tout ce qu'il y a tous les soirs, tu te dis que si tu fous 30 balles par main, ça peut aller vite, quoi. Bah, surtout que maintenant, voilà, on a vu aussi l'augmentation des prix des places en concert, en salle de concert. Donc, du coup, nous, c'est pas toujours évident, voilà, de garder des prix abordables en festival. Nous, on est conscient aussi qu'on est le plus cher de France, on va dire, là-dessus. Mais on a malheureusement pas le choix parce qu'il y a on se fait quand même bien assassiner, nous aussi, de notre côté, sur plein de choses. Pas juste sur le cachet des groupes, mais aussi sur les infrastructures, l'inflation, etc. Tout coûte de plus en plus cher, donc forcément on est obligé de le répercuter quelque part. Mais voilà, l'idée c'est quand même
Nous, notre leitmotiv, c'est que le public en ait quand même pour son argent à la fin des 4 jours, quoi. Ouais, donc votre but, c'est vraiment d'essayer entre juillet et puis l'annonce. En fait, ça vous fait un temps pour valider tout le monde qui est toujours un peu court, en fait, même si tu as peut-être des groupes que tu as bookés en Ouais, amont. Mais ça va avec la thématique que vous travaillez chaque année ou cette non. thématique, c'est plus pour l'habillage de l'année? Ouais, c'est plus l'habillage de l'année. On avait essayé des années, des fois, de se dire, ah, tiens, on va faire une thématique parce qu'on a tel groupe. Alors déjà, ça spoilait un peu. Et puis, en fait, t'as des discussions des fois qui tombent à l'eau une semaine avant l'annonce ou des choses comme ça. Donc, ça te remet en cause tout ton truc. Donc, on a laissé tomber le côté, non, on suit la programmation. Non, non, on est plus en mode, on fait un peu une imagerie qu'on a envie de mettre cette année. Et puis voilà. Mais sur les gros groupes, par exemple, ouais, t'as des discussions. Je sais que là, on a déjà des discussions pour 2026, quoi. Pour des gros groupes. Il y a Parce que maintenant, les gros groupes font leur tournée. Ils prévoient ça sur 2-3 ans, quoi. C'est des cheminements tellement ils tournent ils sont obligés de prévoir de plus en plus tôt, quoi. Quand on vient aujourd'hui en tant que festival Hellfest, qu'on vient voir des énormes têtes d'affiche, est-ce que dans la majeure partie du temps, pour eux, le Hellfest, ça leur parle déjà? Ou il y a encore des groupes qui disent ouais, enfin, vous êtes qui, quoi? Ah si, pour nous, on est maintenant très clairement identifiés et c'est même devenu... genre, faut passer au Hellfest, quoi. L'objectif, c'est de passer au Hellfest cette année, quoi. Et je reprends encore l'exemple de Muse, par exemple, c'est eux qui sont venus nous voir. On n'est pas allé les chercher, c'est eux qui ont dit, au fait, on est dans le coin, ça vous dit? Bon, allez, venez. Mais non, en vrai, maintenant, on a ce pouvoir-là. Metallica, pareil, ça avait été ça une année. Enfin, la première année où ils sont venus, c'est eux qui avaient toqué à la porte. Foo Fighters aussi. Voilà, on a quand même maintenant... en fait, ils savent que le Hellfest, voilà, on a les moyens de les accueillir. Donc, en fait, ça leur fait déjà une date de confirmer. Et puis aussi, toute l'aura forcément du festival, parce qu'on travaille aussi tout l'accueil artiste. Voilà, il y a un très gros boulot des équipes qui est fait pour qu'ils soient bien accueillis, qu'ils mangent bien, qu'ils dorment bien, qu'ils aient tout ce qu'il faut comme technique sur scène, comme matériel. Donc, c'est un travail d'équipe, hein, comme tout. Et donc, non, maintenant, ouais, on est très clairement identifié. Et ouais, c'est un objectif, faut faire le Hellfest cette année, quoi. C'est un game changer, parfois pour certains même. On a eu le cas avec des Architects, des Parkway Drive, voilà, on leur a offert des slots de nuit à 1h du mat. Ils ont mis les moyens. Limite, ils ont craché tout leur cachet dans la technique. Ils ont dit, bah ok, mais non, c'est le show de notre vie, il faut mettre le paquet parce qu'on sait qu'après, on n'aura plus rien à prouver. Parce qu'on aura fait un show de malade au Hellfest, quoi. Comment tu gères, toi, à la com, les annonces effets plouf des groupes qui annoncent dans leur tournée, je serai à Classon le 30 juin. Comment on gère les mecs qui font les annonces avant vous et qui, à tous les coups, j'imagine que c'est même pas des fois pour avoir la primauté. Juste, c'est très maladroit, c'est quoi. Des gaffes. Oui, ça arrive comme partout. Hein. On avait aussi le cas avant, on faisait pas ça, mais sur nos affiches, maintenant, on met un gros bandeau rouge, confidentiel, ne pas mettre sur les réseaux, ne pas diffuser avec les médias, etc. etc. Et avant, on le faisait pas, et donc des fois, on se retrouvait à, je sais pas, un mec qui a dû trouver sur un bureau une affiche, qui a dû le prendre en photo. Ah, regardez, j'ai l'affiche de Hellfest. Et l'annoncer dans 2 semaines. Tu fais, non, mais là, c'est pas possible, quoi. Donc maintenant, voilà, c'est un peu en mode DGSE. On fait, ok, confidentiel. On met dans des dossiers avec des mots de passe. Moi, je nettoie mon bureau tous les soirs pour que personne voit qu'il y a un papier qui traîne ou autre, etc. Je donne des noms de code à certains groupes, etc. Enfin, je deviens un peu parano là-dessus. Mais ouais, mon but aussi, c'est de garder l'effet de surprise. Et de toute façon, maintenant, c'est de plus en plus compliqué Enfin, on est dans un monde où le spoiler est omniprésent. Ça fait presque partie du jeu, quoi. Ouais, c'est à celui qui spoilera le premier, quoi. Et il y a presque un petit jeu de, ah ouais, moi je sais, hein, vous avez vu, hein, j'ai eu l'info. Donc c'est un peu dommage, ça gâche la surprise. Nous, on aime bien cet effet, en plus, tout annoncer d'un coup, parce que ça montre toute la diversité du festival, de voir qu'il y a du black, du death, du grind, du hardcore, du punk, etc. Dans un ensemble, quoi. Et en fait, de sortir un nom par-ci, du coup, les gens vont s'acharner sur un nom plus qu'un autre, etc. Donc c'est un peu dommage. Mais ouais, période un peu stressante, hein, on va dire, on va pas se mentir, hein, jusqu'à ce que l'annonce elle sorte. Je dors pas très bien en général le jour J, mais ça va. Je m'attendais à pire cette année, effectivement. Bon, il y a Muse qui a lâché l'info sur leur site.
Bon, ils l'ont enlevé au bout d'une heure, mais 1 heure sur Internet, c'est l'éternité. Hein, voilà. Cette année, il y avait qui? Donc, il y avait Muse. Ouais. Ça a été vu. C'était pas Clisson, c'était Classon. Oui, c'est ça. Il y a eu le chanteur de Falling Rivers qui a. Oui, bah, ça, sur c'est- son Discord, je crois, ou un truc comme ça. Non, c'est sur Instagram. Sur je sais Insta plus, qu'il il a avait dit, lâché le truc. Quelqu'un a dit ça serait chouette que t'ailles au Hellfest. Il fait bah ouais, j'y serais, puis c'est tout. Et le mec exceptionnel, tu lui dis mais qu'est-ce que t'as pas compris dans ferme-la? Qu'est-ce qui va pas? Ah ouais, excusez-moi, j'avais oublié que Twitter était public. Ouais, bah, c'est bon, bah, c'est. Non, mais en plus, c'est vrai que maintenant avec des Twitter, des Instagram et tout, c'est de plus en plus compliqué. Il suffit que la moindre info se propage à une vitesse en un éclair. Donc bah, il faut redoubler de vigilance, quoi. Je vais peut-être faire du morse la prochaine fois, je sais pas. Méthode cryptée, je sais pas comment je vais faire. Mais... D'ailleurs, je vous annonce dès maintenant que l'année prochaine, voilà, c'est YouTube qui viendra au Hellfest. T'as des bonnes infos, toi. Ouais, bah avant vous. Ah, c'est ça qui est très drôle. Non, mais moi, je pense aux gens qui crient après Muse. Alors, si on leur dit Dépêche Mode ou YouTube, je pense qu'on est bon. Ouais, non, mais c'est une question de goût, en fait. C'est surtout ça. J'ai pas envie non plus de rentrer dans des débats et de dire, bah non, tu dis n'importe quoi et tout. C'est une question de sensibilité. Moi, je comprends les gens qui n'aiment pas Muse. Après, bah, je leur dis juste, bah écoute certains albums quand même. Regarde des setlists et tout. Tu verras que c'est quand même cool. Après, libre à toi de pas aimer, c'est sûr, mais dis pas c'est de la merde, dis plus ce n'est pas de mes goûts. Ce n'est pas de mon goût plutôt. Mais voilà, après c'est toujours c'est les goûts et les couleurs, donc ça c'est un débat interminable. C'est Linkin Park. Linkin Park est venu il y a quelques années. Alors, En 2017, ouais. C'était pas le même chanteur, bien entendu. Mm. Mais l'accueil a été très mitigé à l'époque. Ouais. Ça a même été très compliqué. Ouais. Tout le monde a à peu près en tête. Là, cette année, il n'y a pas un débat sur ah non, Linkin Park, c'est pas bien. C'est même l'inverse, où tout le monde est très content en disant putain, il n'y a plus de place pour le Stade de France, ça est complet en 1 heure. Bah, moi, j'avais prévu d'aller au Hellfest. Trop cool. Bah ouais, c'est vrai que. Alors, bah, tu vois, par exemple, Linkin Park en 2017, quand ils sont venus, je pense qu'ils étaient un peu dans le creux de la vague. Ils sortaient, tu vois, un album qui n'est pas trop plu à la communauté, là, l'album un peu posé et tout. Et bon, après, voilà, il y a eu le décès du chanteur, etc. Et là, ils sont vraiment sur un comeback qui marche très bien, quoi. Et ouais, je pense que l'accueil va être... été un lancement un peu compliqué sur Linkin Park, parce que ils ont fait quand même, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc ils ont changé la chanteuse. Et enfin, c'est l'arrivée de la chanteuse. Et surtout, en fait, c'est-à-dire ils ont commencé par leur faire reprendre les anciennes chansons. Donc le premier live sur YouTube a été un peu mitigé parce qu'on disait ah ouais, mais c'est pas Chester, attention, machin vieux. Et en fait, bah là, ils ont sorti leur album là qui arrive, qui en plus travaille plusieurs mouvances autour du métal. T'as un peu de rock californien, il y a un peu de tout, et donc c'est très très cool. Et donc là, les gens commencent à dire putain, ça envoie, quoi. Il y a un morceau Two Face, là, c'est Météora, quoi. Ouais. Trop bien, quoi. C'est époque Météora, moi c'est trop ma cam et tout, c'est super, quoi. Mais effectivement, quelqu'un qui est plus d'une génération précédente va dire non, mais ça c'est pas du métal. Donc en fait, c'est encore une fois une question de sensibilité pour tout le monde, mais nous de toute façon il fallait qu'on les fasse, et tu vois, pour dans la confidence, on était dessus depuis le mois de juin. Ça parlait depuis le juin 2024 pour qu'ils viennent en juin 2025, et à l'époque on avait très 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 peu d'informations sur qui allait chanter à la place. Et tu vois, quand on a parlé du truc, je me souviens, Ben était assez sceptique. Ouais, mais on n'a pas d'infos, on sait pas qui va chanter. Il y avait des rumeurs de la chanteuse de la naissance. Le coup de poker, quoi. Donc, ouais, c'était un peu un coup de poker. On s'est dit, bon, ouais, il y a peut-être quand même un truc à faire. Tu vois, ils sont pas venus, c'est quand même un gros nom. En plus, c'est un nom mythique du new metal, donc c'est quand même cool de les avoir. Mais on savait pas du tout ce que ça allait donner. Et quand on a commencé à voir au mois de septembre là, les teasings et les trucs comme ça, l'engouement que ça a pris, on s'est dit ok, on a bien fait d'y aller, c'est bon. Donc, mais oui, après, t'as des petits coups de poker un peu comme ça, effectivement, qu'il faut prendre, quoi, et qu'il faut saisir. Donc là, bah, pour le coup, tant mieux pour nous. Et en plus, je sais qu'il y avait beaucoup d'autres festivals qui étaient dessus et qui étaient déçus de ne pas les avoir. Surtout qu'en plus, ils ont annoncé une tournée de stade derrière. Donc même nous... on se disait bah ouais, putain, s'ils vont faire un Stade de France, c'est pas possible. Donc finalement ils ont accepté de faire aussi un Hellfest. Donc on est le seul pays où il y a un stade et un festival. Quand tu regardes la tournée, c'est soit un festival, soit c'est un stade. Mais pas les deux. Mais si, chez nous, on fait les deux. Bah ouais, ils se sont dit que la France, voilà, il y avait
il y avait beaucoup de monde qui écoutait Linkin Park. Et puis voilà. Non, et puis bah, il y avait ce côté quand même de faire un Hellfest. Bah ouais, c'est aussi, ils ont besoin aussi, je pense, de montrer qu'ils sont encore dans cette scène. Et ils veulent pas la renier d'être dans ce côté métal, quoi. Il y a un reproche qui est souvent fait, je reviens là-dessus, mais au Hellfest et à tous les festivals en général, en fait, hein, pas que au Hellfest, je pense que c'est proportionnel un petit peu au nombre de personnes qu'on accueille, c'est l'impact écologique. Chaka Punk en ont beaucoup parlé, puisque Mm. c'est notamment pour ça qu'ils se séparent. Ils ont fait leur dernier concert le 30 novembre dernier. Ils étaient en main stage l'année dernière, justement, au Hellfest. Comment on prend en compte, non seulement dans l'organisation, mais dans la communication, justement, son impact, son bilan carbone, comment on évolue et comment on communique autour de ça, parce que on a pu voir notamment l'année dernière ou l'année d'avant avec l'arrivée des premiers générateurs tests solaires, Mm. mi-solaires, on a vu des infos de fou en mode ça y est, ils font du greenwashing, regardez, ils ont posé 3 panneaux solaires et on a pu apprendre après en fait que non, c'est des tests, c'est justement pour voir Mm. comment on peut faire après, etc. Comment toi, je sais que Cindy nous a beaucoup parlé de comment ils font de la gestion, mais comment toi, la com, vous allez le gérer? Comment on communique autour des sujets à la fois délicats mais importants comme ça? Bah, tu l'as dit, nous, le principal, c'est pas de faire du greenwashing. Parce que, et c'est pour ça qu'on voulait pas se mettre dans une logique de montrer, ah ouais, regardez, on est trop écolo, regardez, on a mis des panneaux solaires, on a fait ci, on a fait ça, etc. Non, on voulait plus, si on montrait des choses en place, c'est montrer que voilà, il y avait vraiment une différence par rapport à d'autres. Et donc oui, effectivement, c'est des petites actions, tu vois, de mettre en place, par exemple, une plateforme de covoit qui permet de centraliser toutes les personnes qui vont au Hellfest. Et du coup, quand tu demandes, par exemple, un trajet, bah, au moins, tu sais que c'est avec quelqu'un qui va aller au festival. Donc ça c'était cool. On a mis en place aussi des partenariats avec la SNCF et tout. Donc on essaie de mettre en avant déjà toutes les choses qu'on met en place et sur lesquelles les festivaliers peuvent avoir une action. Parce qu'en fait, une chose aussi qu'il faut voir dans l'impact carbone d'un événement, c'est que 70% de l'impact est lié en fait au déplacement des gens. Donc en fait, déjà, si on avait un peu moins de personnes qui venaient toutes seules, tu vois, en voiture, bah déjà, ça permettrait de réduire beaucoup l'impact. Donc après, on est conscient que certains ne peuvent pas se passer la voiture en fonction de la distance, de leur impératif et tout, etc. Mais c'est au moins de remplissez les bagnoles au maximum. Tu vois, nous, déjà, ça nous facilite la vie parce que ça fera moins de véhicules sur les parkings. Et deuxièmement, en plus, ça ferait un geste sur l'environnement. Donc après, toute l'idée, c'est de ne pas rentrer dans une logique effectivement de greenwashing, de se dire, bah ouais, regardez, on fait de la vaisselle compostable, recyclable par exemple, réutilisable, merde, c'était ça le terme. On fait très attention en fait à ce que les actions elles soient très concrètes et surtout elles aient un impact réel. Donc c'est pour ça aussi qu'on on s'est fait justement accuser de rien faire parce qu'en fait on communiquait pas là-dessus. Et parce que pour nous, on faisait des actions, mais pour nous elles n'étaient pas assez importantes par rapport au reste et par rapport, c'était assez insignifiant par rapport au reste, mais c'est peut-être des choses qu'on aurait dû valoriser. Mais voilà, c'est une question de stratégie hein, et on reste là-dessus. Mais du coup, ouais, effectivement, tu disais par exemple les panneaux solaires, on est depuis des années un peu un laboratoire de test pour essayer des nouvelles sources d'énergie. On a eu des générateurs un peu hybrides, donc c'est-à-dire que tu as une batterie qui tourne pour alimenter. Puis une fois que la batterie est éteinte, enfin est vide, elle est un groupe électrogène qui tourne pour la recharger, comme une voiture hybride, quoi. Donc on essaie de mettre en valeur ces choses-là quand elles ont un sens et qu'elles ont été mises à une échelle qui permet de dire, voilà, c'est un impact réel sur le festival. Et aussi une chose importante, c'est qu'on n'a pas encore fait de bilan carbone. On est encore dans la phase de processus et de pouvoir le faire normalement pour la fin de l'édition 2025. Et là, on pourra dire, voilà, ok, à l'heure actuelle, ça, c'est le bilan du carbone du festival. Et comme ça, chaque année, on pourra dire, voilà, ça, c'est le bilan de cette année. Vous voyez, sur tel domaine, telle partie, on a pu réduire. Et donc ça, voilà, ça a un sens de communiquer là-dessus parce que voilà, tu as des preuves et tu as des faits surtout à mettre en avant, quoi. Tu as quand même, dans ton taf aujourd'hui de responsable de la com, tu communiques pour une énorme société, c'est-à-dire que tu communiques en interne, en externe, sur les côtés, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu dois, toi, en avance, voir un certain nombre de focus
tu peux pas traiter de tout en fait, parce qu'on te Ah bah demande non, d'être c'est partout. impossible. Et tu dois communiquer sur LCT, sur la nourriture, sur les boissons, manger, bouger, sur les groupes, sur le Mais respect heureusement des autres, qu'on a sur le Google healthcare. Agenda, écoute. Ouais, C'est j'imagine. super aussi. Comment vous voyez, toi, comment tu gères en amont les différents sujets en disant, voilà, est-ce que c'est un focus en disant, bah, cette année, on va focuser 3-4 gros trucs qui est vraiment parlé, ou est-ce que, non, il en faut beaucoup plus? Comment tu gères ça, toi, en amont? Bah, on essaye de planifier un peu les publications, de se dire, bon, il y a des temps pour parler de certaines choses et d'autres pour parler d'autres, on va dire. Mais par exemple, ça n'a aucun sens de dire dès janvier, par exemple, de parler déjà du tri sur le camping. Ça n'a aucun sens. Il faut mieux attendre quelques jours avant le festival parce que tu sais que les gens sont dans la préparation, de leur dire, bah voilà, cette année, le tri il fonctionne comme ça, etc. Donc ouais, on essaye de planifier au mieux en fonction des sujets sur lesquels on doit communiquer. Bah voilà, on sait que sur telle période, on va communiquer sur la billetterie. Telle période, il y a le lancement du cashless. Bah, sur cette période-là, il y a la warm-up. Hop, sur cette période-là, faut qu'on annonce le running order. Sur cette période, les nouveautés, etc. On essaie de... Et puis aussi, ça permet de faire vivre tout le festival toute l'année. Parce que nous, c'est un peu la problématique à la com du festival. C'est que comme les billets sont vendus dès le mois de juillet, on a 11 mois où il se passe rien avant le festival. Donc il faut quand même que le festival vive sur les réseaux et vive sur Internet pendant cette période-là. Donc c'est là où il faut se creuser un peu la tête. C'est pour ça aussi que depuis quelques années, on fait des petits focus sur des artistes, sur un peu des artistes coup de cœur ou des groupes qu'on a envie de vraiment montrer et d'éveiller des curiosités là-dessus. Il y avait une envie aussi de votre part de pouvoir travailler. Ça fait maintenant, vous avez commencé en partie pendant le Covid avec Trinity, mais pas que, de travailler autour d'une web TV qui permet aux gens de pouvoir découvrir l'envers du décor depuis chez eux, qui est diffusé sur Twitch. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bah ouais, c'est un peu l'envie qui m'est venue parce que j'ai passé pas mal de temps sur Twitch pendant le confinement, je pense comme beaucoup ici. Et ouais, il y a eu cette envie de se dire, bah ouais, il y a quand même un bel outil là, cette possibilité de diffuser en live, d'avoir ce chat, d'avoir des retours un peu en direct, et puis d'avoir, mine de rien, malgré la distance, ce contact assez proche avec un public. Et comme nous, chaque année, on a plein de frustrés qui n'ont pas pu avoir de place, qui ont dû revendre leur place, qui ne connaissent pas le festival, qui n'ont pas pu y aller pour X ou Y raison. Et donc on s'est dit, bah ouais, il y a peut-être un truc à faire avec cette web TV, d'avoir ce côté, bah ok, on va amener le FS chez eux, quoi. Et donc c'est très cool, et je te remercie encore d'y participer, mais c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et j'ai envie qu'on le développe encore plus, d'autant plus qu'Arte diffuse aussi des concerts, de plus en plus de concerts chaque année qui ont de plus en plus de succès. Voilà, on a dépassé, je crois, les 8 millions de vues cette année sur les concerts diffusés par Arte, donc ça montre vraiment qu'il y a un intérêt pour ces contenus-là. Et puis, ouais, je pense aussi c'est l'air du temps, tu vois, il faut comme on dit, ça fait un peu phrase de boomer ce que je vais dire, mais vivre avec son temps. Oh, j'adore, Voilà. donc je suis un gros boomer aussi, mais ça me va. Moi, je donne un peu de sens aussi, parce que c'est vrai que on va pas le cacher. Moi, j'ai le plaisir de travailler avec le Hellfest tous les ans, depuis maintenant 3 ans, je crois. On a commencé par du reportage, parce que moi, j'avais envie de mettre en avant les bénévoles, et étant du coin, étant un petit quart d'heure, tu vois, c'est toujours un plaisir de pouvoir être présent. Et puis, comme c'est totalement mon style de musique, bon, bah, c'est très cool. Et depuis cette année, j'ai la chance, parce que je trouve que c'est une chance de collaborer et d'être le directeur éditorial de la Web TV. Donc, mon rôle, c'est de pouvoir apporter du sens, de l'explication et surtout une thématique logique aux différents animateurs pour à la fois représenter au mieux le Hellfest, mais aussi permettre de représenter au mieux les gens qui veulent découvrir le Hellfest. Donc de pouvoir être toujours, tu vois comment je suis, dans la vérité, dans le travail autour de ça, d'être le plus franc possible, d'apporter les éléments de réponse, les éléments de langage, etc. Voilà. Donc je donne un peu pour ceux qui vont découvrir l'émission, qui vont dire, attends, depuis le début, ils se foutent de notre gueule, en fait, ils sont collaborateurs. Non, j'ai la chance de pouvoir travailler une fois dans l'année avec le Hellfest là-dessus, et je trouve ça très très cool. Voilà, et puis c'est aussi, je pense, ce plaisir d'avoir envie pour vous aussi de vouloir toujours communiquer, de donner du sens aux éléments, et de prendre vos responsabilités en disant, voilà, ça aurait peut-être pas bon, ok, mais on y va, et ça, attendez, foutez de ma gueule, c'est pas vrai. Ouais, et puis l'idée, c'est aussi de montrer un peu ce côté coulisses. On a toujours été assez ouvert et pas à cacher les choses, parce qu'on est, je pense, dans un milieu qui est très, très, très intéressant à mettre en avant. Tu vois, il y a plein de gens qui
qui travaillent très fort pour que voilà, il y a un festival comme ça qui se monte, donc c'est cool de les valoriser. Et puis l'idée, c'est aussi de montrer quand même dans un milieu assez cool, et c'est cool de montrer les coulisses là-dessus, quoi. Et moi, c'est surtout aussi ce côté. Je sais que maintenant, le métal, tu vois, c'est tu le connais. Enfin, on t'y habille. Enfin, comment dire, on t'initie au métal parce que t'as un parent, un cousin, un oncle qui va t'en parler. Ouais, tiens, écoute ça, c'est cool et tout machin, ou un pote qui va t'en parler vite fait, mais c'est pas un truc que tu vas voir tous les jours dans la télé, à la radio, ou même sur d'autres, maintenant sur les réseaux, où tout le monde est un peu chacun est dans sa bulle confortable, et son algo. Donc nous, l'idée, c'est un peu de casser ce mur et se dire, hey, regarde, on est là, et derrière nous, il y a plein de trucs. Donc viens, tu vois, c'est cool. Il y a des impondérables aussi. Comment ça fonctionne quand un groupe annule alors que l'affiche a déjà été donnée? J'ai un exemple, hein, l'année dernière, Bad Omens. Voilà. Mais ce qui a permis un énorme carton pour Landmarks. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête en mode gestion de crise du ils appellent, ils disent bon, bah, c'est mort. Ouais, bah malheureusement, c'est les risques de ce métier, hein, c'est qu'on est sur un événement live où il y a beaucoup de personnes au même endroit à ramener, à plein de contraintes logistiques, techniques. Donc il y a forcément des grains de sable, hein, qui se mettent des fois dans la machine. Mais bah oui, bah ça arrive, hein, malheureusement. Pour le coup, là, c'était problème de santé sur Bad Omens. Du coup, nous, on a une petite liste de secours qu'on se garde depuis quelques années maintenant, qu'on update un peu en fonction des disponibilités des groupes, etc. Alors, nous, Landmarks, on était plus pour les faire à la base en 2025. Donc là, du coup, on accélère un peu le tempo en les faisant en 2024. Et puis, ils ont accepté aussi avec gentillesse, parce que c'était très peu de temps avant le festival. Donc, 5 semaines, 3 semaines. Je retire mon chapeau. Je retire quand même mon chapeau là-dessus, parce que c'était un beau challenge technique. On embrasse Anthony Chambon qui n'a pas dormi pendant 5 semaines. Ouais, ça doit être ça. Et ça valait le coup. Hein. Oui, ça valait le coup, parce que pour beaucoup de gens connaissaient Landmarks de plus loin, peut-être, pour certains. Et ça a été une vraie découverte. Oui, et puis surtout, c'est une opportunité pour un groupe qui peut-être n'avait pas atteint ce stade de notoriété pour qu'on le mette à cette place-là. Et là, on leur a offert une place de choix à ce niveau-là. Donc maintenant, je pense qu'ils pourront la demander sur d'autres festivals ou sur d'autres éditions, logiquement, quoi. Puis il y a cette entrée en scène d'un calme plat. J'arrive tranquillement, je prends ma place et on y va. C'était dingue pour l'avoir vu. Moi, j'étais sur le côté de scène. Ouais, j'étais impressionné par le concert. Et puis, je pense que ça a bien réagi dans le public là-dessus, quoi. C'est arrivé que pendant la préparation d'une programmation, des groupes refusent de venir parce que d'autres groupes viennent, ou en disant il y a qui d'autre? Selon si à lui, je viens pas. Il y a ce côté. J'ai vu ta tête qui dit. Je peux pas donner de nom. Non, mais non, on demande pas de nom, mais ça arrive qu'il y ait des groupes qui disent. Des petites histoires d'ego. Les petits problèmes en mode non, si à lui, je viens pas. Hein. Ouais, mais c'est pas. C'est plus des histoires d'ego, de notoriété, parce qu'ils considèrent que eux sont plus gros que lui, mais pourquoi lui est à telle place et moi je suis à telle place. Et puis voilà, c'est plus des petites guéguerres un peu comme ça. Mais c'est de moins en moins quand même. Je trouve ça s'est un peu calmé par rapport à d'autres années. Et voilà, maintenant, je pense que on leur fait comprendre aussi que c'est une chance de jouer au Hellfest. Donc si tu la prends pas, tu verras peut-être pas forcément l'année prochaine. Donc voilà. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous avez une espèce de mission d'intérêt public dans le... On en parlait tout à l'heure, les gens sont souvent un peu seuls, les concerts coûtent de plus en plus cher. C'est 4 jours où les gens peuvent voir des concerts dans tous les sens et avoir leur passion. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que vous avez une espèce de pression, en fait, de faire plaisir à des gens qui vont profiter? C'est les 4 jours de leurs vacances pour certains. Oui, on sait on est conscient que pour certains, c'est leurs vacances de l'année, c'est leur moment... c'est leur rayon de soleil, je dirais, dans le reste de l'année. Donc, ça met d'autant plus la pression, effectivement, parce que nous, on veut avant tout qu'ils passent un bon moment et qu'ils se régalent. Donc, je dirais pas mission d'intérêt public, mais de toute
toute façon, on a déjà une responsabilité, c'est que le billet est vendu avant de connaître la programmation. Donc, il ne faut pas qu'on les déçoive non plus quand on la dévoile. Donc là, ça va. On a vu les chiffres de revente. Je pense qu'on a plutôt bien accompli la mission pour cette année. Il y a un côté où aujourd'hui, est-ce que vous avez en tête le fait que il y a l'ancienne génération, celle qui vient au Hellfest depuis 12, 15 ans, et qui des fois peut être tatillon, parce que ouais, c'est un peu notre âge aussi, c'était mieux avant, tu sais, les mecs qui viennent au Hellfest tous les ans, qui arrivent à se plaindre, oh, encore Scorpion. Voilà, et de l'autre côté, la jeune génération qui découvre, qui a envie de venir, qui veut voir. Est-ce que vous comprenez un petit peu des fois les réflexions des plus anciens du Hellfest qui disent le Hellfest devient trop un peu le Disneyland du métal. Ça a souvent été dit, hein, c'est pour ça que j'en parle, en disant pour certains, même si c'est une minorité, est-ce que ça vous touche de dire putain merde, Gérard ça fait 15 ans qu'il vient et chier quoi, là je comprends pas sa réaction. Non, si on comprend, parce que le festival n'a plus rien à voir avec ce qui était il y a 15 ans aussi. Tu vois, 15 ans, je crois qu'on était à 10 000 personnes, 10-15 000 personnes par jour. Donc, non, peut-être pas en. Non, parce qu'on est déjà en 2024. Donc, du coup, ouais. Plus 2009-2010, voilà. J'ai cru me dire c'était un mieux vent. Oh, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'était. On était sur des jauges beaucoup plus petites. Donc, effectivement, il y avait aussi moins de monde sur le site. Ouais, effectivement, c'était peut-être plus haut sur l'accueil et tout, etc. Mais ça plaît aussi à certains. La programmation, on en a parlé aussi. C'est une époque où certains groupes étaient aussi un peu plus en forme que maintenant. Mais ça, on comprend totalement. Et c'est pour ça aussi que, je tiens à le répéter, c'est cool aussi, ce que le Hellfest a permis de faire, c'est de faire naître plein de petits frères, quoi. Il y a plein de petits festivals, moyens festivals qui sont montés à la suite du succès du Hellfest. Et c'est très cool. Ça montre aussi qu'il y a de la place pour ces événements-là, c'est des événements qui se remplissent. Des fois, c'est des événements à 3000 personnes. Je prends par exemple le SILAC à côté de Lyon, qui font 3000, 4000 personnes par jour. Tu as aussi des festivals un peu plus gros, comme le Motocultor, voilà, par exemple. On est conscient que maintenant, il y a une partie du public qui se retrouve plus forcément dans le Hellfest. Et qui, déjà parce que c'est compliqué d'avoir des places, effectivement, le budget, la taille aussi du festival fait que c'est parfois un peu impressionnant. Mais on le comprend tout à fait, et on n'est pas. Je dirais pas qu'on est. Comme tu disais, tu vois, on est énervé ou autre. Non, c'est une situation qu'on comprend. Et aussi, ça permet à d'autres personnes aussi de découvrir le festival, de venir, et parfois d'être néophyte aussi dans cette musique. C'est aussi là aussi où, par exemple, il y a une dizaine, quinzaine d'années où tu avais le métal était un peu plus à la mode, tu vois. Même il y a peut-être 20 ans, alors du coup, je suis en train de dire ça. Tu vois, fin 2000, fin 90, début 2000, tu vois, tu avais cette vague new metal qui. T'entendais beaucoup de clips de métal, tu vois, à la télé et tout, etc. Mais maintenant, après, il y a eu un petit creux quand même où on n'a plus trop entendu parler. Et maintenant, le Hellfest a tellement été médiatisé que maintenant tu dis en France métal, Hellfest. C'est un peu le raccourci qui est fait. Et donc, tu as des gens qui découvrent le métal via le Hellfest. Et pour moi, c'est tout à fait normal. Enfin, on est très heureux aussi d'accueillir des gens, voilà, qui n'ont aucune notion de ce qu'est le métal. Et puis, pendant 4 jours, en fait, ils vont découvrir tout un univers. Et t'es pas à l'abri qu'un an après, ils reviennent. Ah, mais non, mais en fait, je suis devenu fan. J'ai acheté toute la discographie de Cannibal Corpse ou de Mayhem ou de Maiden. Et puis, j'ai fait 10 concerts dans l'année. Je suis devenu totalement mort d'une musique et tout, etc. Moi, j'ai eu le cas avec des potes, avec des proches, etc. Comme ça, t'as un peu ce déclic qui se fait grâce au festival, quoi. Et je trouve que c'est très bien parce que ça permet du coup à la scène d'avoir de nouveaux adeptes, des gens du coup qui vont se déplacer en concert, qui vont acheter du merch, qui vont acheter des vinyles, soutenir des groupes, etc. Et c'est ce qui permet aussi à la scène de perdurer et de continuer à vivre. La communauté métal est une des communautés qui achète le plus de vinyles au monde, avec la communauté rap. Il y a un gros travail au niveau du vinyle, mais le métal a toujours été. Ça s'achète aussi beaucoup en occasion, quand tu peux trouver du AC/DC de 77 en parfait état. Ça commence à valoir un petit bras parce que c'est très agréable aussi. Il y a une volonté aussi de transmettre. Ça, on a pu le voir cette année avec le Hellfest Kids. Quelle transition!
Écoutez, c'est un métier, monsieur. Et oui. Non, mais il y a cette vraie volonté de vouloir transmettre aussi aux enfants, Ouais. de vouloir accompagner. Ben disait pas éduquer, mais accompagner, justement. Il avait insisté dessus en disant, mais on n'est pas là pour éduquer, on est là pour accompagner, et faire découvrir. Elfes Kid, qui a été travaillé avec Aldebert, justement, qui était un petit peu le directeur artistique du Elfes Kids. Pour l'instant, on n'a pas l'info. Que se passe-t-il ? Il y en a un deuxième qui arrive. Ah. Alors, il n'y aura pas Aldebert, parce que Aldebert n'était pas directeur artistique, il était programmé sur la première édition. Il nous fallait un gros nom, voilà, pour marquer le coup sur la première édition. Et puis, qui de mieux que Guillaume, voilà, qui est un peu le fer de lance de la musique pour enfants, surtout sur le côté métal. Donc, Puis qui est un grand fan du Hellfest. qui est un grand Il fan s'est du marié Hellfest, là-bas, voilà, depuis des il années, emmène donc, ses enfants tous les ans. c'est ça, voilà. Voilà. Donc en fait, on avait. Ça me permet aussi de rebondir un peu sur l'histoire du public qui vient. C'est que on a de plus en plus aussi de. Nous, tu vois, la moyenne d'âge du Hellfest, c'est 38 ans. Donc ça veut dire que, quand même, c'est un festival où tu as beaucoup de générations qui viennent. Parce que tu as des parents qui viennent avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, même des fois. Donc tu as parfois 3-4 générations qui viennent ensemble. Parce que en fait, le père est fan et veut faire découvrir en fait, sa passion à sa famille, quoi. Donc c'est aussi une histoire vraiment familiale et intergénérationnelle. Et je trouve c'est ça aussi un des côtés cool du festival, c'est que ça rassemble les générations. On est souvent maintenant dans des musiques ou des festivals, voilà, qui sont destinés à tel public, telle population. Voilà, non, ça c'est un festival pour les gamins parce qu'on fait tel style de musique, ou ça c'est pour telle journée on va faire tel artiste parce qu'on sait que ça va être que les vieux, etc. par exemple. Donc on est plus voilà, dans un public intergénérationnel au Hellfest. Et il y avait aussi ce côté, effectivement, est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer dans cet accompagnement musical, cette culture autour du métal, comment on peut faire quelque chose déjà en local pour aussi remercier les locaux de leur investissement du soutien, je dirais même, du festival. Et comment on pourrait faire en faisant une petite fête de fin d'année version Hellfest, quoi. Oui, parce qu'en plus, c'est pas l'événement. On embrasse d'ailleurs dans le chat Trinity, qui est par là. Coucou. Trini, on a hâte de te revoir là. Hein. Pop, pop, pop. Elle est Hein. revenue là, ça y est Je crois pas encore. Trini, t'en es où ? Est-ce que on se demandait, T'es dans on le a bateau, un call demain à 10h ou pas ? C'est une vraie question qu'on se demandait avec Riku. Il y a le truc était aussi que c'était pas quelque chose de payant. Le Hellfest Kids, c'est pas un festival qui a été mis en place avec une billetterie, pas du tout. Ça a été offert aux enfants clissonnés de l'agglomération, des écoles, justement, pour eux, plus un plus un, en fait, un parent, plus un, frères et sœurs, etc. Donc c'était vraiment pour remercier en localité. C'était pas du tout, il n'y a pas un effet commercial de dire, tiens, on a aussi lancé le Hellfest Kids, c'est 15 balles si vous voulez venir. C'est pas du tout l'idée. on aurait pu le faire et je pense que ça aurait fonctionné, mais c'était pas le but. C'était vraiment avant tout, en premier temps, de remercier les locaux, voilà, d'avoir ce côté. Regardez, c'est un peu ruissellement de ce qu'est le Hellfest. Ça peut permettre aussi de faire des petits événements comme ça. Et ça permet. Moi, je suis allé faire un tour et moi, ce qui m'a marqué un peu, c'est de voir aussi des familles qui n'ont pas je pense, un accès à cette musique facilement parce qu'elles connaissent pas ou parce que c'est aussi, on n'est pas. À Clisson, en dehors du Hellfest, il n'y a pas de concert métal à Clisson le reste de l'année. Donc aussi, là, le fait qu'il y ait un événement comme ça qui vienne dans un territoire, c'est aussi important. Ça permet de faire vivre culturellement le territoire et d'enrichir aussi les populations avec un événement culturel. Et donc, ça permettait de voir des familles un peu de tous les horizons. Et tu sentais, ça se voyait, tu vois, que les gamins s'éclataient, quoi, parce qu'en plus, c'est une musique, on a de la chance, qui est très visuelle, très technique. Donc, tu vois, sur scène, les mecs qui font de la guitare, des solos, les gamins, ils sont fous. T'avais des tutoriels de Circle Pit, on avait fait le concours de la guitare. T'avais des maquillages façon black metal, mais pour enfants. Voilà, t'avais stand de bar à papa, des faux tatouages et tout, etc. Donc, on avait repris tous les codes un peu du métal, mais à la version enfant. Et je pense qu'on a eu plein de retours de parents qui nous disaient, moi, mon gosse, il est arrivé toute la nuit du concert, là, maintenant, il veut faire de la guitare, il veut écouter du métal et tout, etc. Et donc, ça, c'est cool. Tu vois, on a activé le bouton maintenant, il lâche plus. Et dans 10 ans, ils sont au Hellfest. Voilà. Et il faisait très chaud. Il faisait chaud, très, en plus, très chaud, ouais. justement. Et c'est moi ce qui m'a
je trouvais ça intéressant, il y avait vraiment cette envie d'apporter en localité. C'est que, je prends l'exemple, il y avait un bar, tu voulais boire un coup, mais les bouteilles d'eau ont été offertes à tout le monde en disant il fait chaud, Bah hydratez-vous. oui, Non mais surtout tu avec vois des ce que je veux enfants, dire, il y c'est avait pas, compliqué, ouais. au-delà de ça, il n'y avait pas de côté. Le Hellfest aussi, on sait qu'aujourd'hui il y a un coût. Ce coût, quand le festivalier paye justement son accès, ça a souvent été une partie du souci pour certains de dire vous vous rendez pas compte là, vu le prix où on en est maintenant, etc. Là, c'était vraiment en marge totale. Vous vouliez juste pouvoir apporter aux enfants, aux parents, aux gens en local. Tu disais tout à l'heure que justement sur ce prix du billet, aujourd'hui, il y a aussi, vous prenez des sacrés baffes dans la gueule de l'inflation. Mm. Euh, Comment on répercute ça? À quel moment on se pose la question de dire est-ce qu'on retouche à notre prix? Comment on Bah, c'est calcule quand tout on ça? fait des budgets, ouais, quand on voit que ça tient pas, si on fait si on fait pas d'augmentation, et ça malheureusement, on est obligé, hein. On l'a pas fait cette année, tu vois, l'augmentation enfin, si, on a augmenté 10 € là sur cette année, mais on est obligé parce qu'il y a une inflation, tu vois. Ça va du prestataire, voilà, qui nous fournit tel type de matériel, qui parfois double sa facture, des choses comme ça. Ça va très 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 vite des fois. Et puis il y a tellement de coûts. Voilà, il n'y a pas uniquement de la location de scène, il y a aussi des locations de lumière, des locations de véhicules, d'engins, des travaux à faire pour aménager le site, etc. Donc il y a tout le temps des dépenses en fait. Et nous, on a un fonctionnement associatif, donc c'est-à-dire que les bénéfices qui sont engrangés, on les réinjecte en fait dans des investissements, dans des travaux, dans des emplois. Voilà, on embauche, etc. Donc voilà, nous, on n'a pas d'actionnaires, voilà, qui nous imposent des décisions et qui nous disent bah non, moi je veux un taux de rentabilité comme ça parce que comme ça, moi derrière, j'encaisse ça. Non, nous, on a un système associatif qui nous permet aussi, voilà, d'avoir ce fait qu'est tout ce qu'on gagne, bah, on le réinjecte pour le confort et pour que le public se sente encore mieux, quoi. Il y a aussi tout un réinvestissement énorme, aussi grâce aux mécènes, surtout l'accueil des personnes à mobilité réduite, des personnes qu'on va appeler PSH, PMR, PSH. Il y a aussi toute cette volonté de toujours vouloir retravailler l'infrastructure pour permettre plus. Le Hellfest est assez novateur justement sur le sujet. Et ça, c'est des budgets qui sont énormissimes aussi. Ouais, bah ça, on a de la chance aussi d'être accompagné par des mécènes qui nous permettent de financer les infrastructures, mais ouais, bah tout coûte cher, donc du coup, voilà, je t'apprends pas, mais oui, pour nous, l'idée, c'est aussi, on a toujours eu cette volonté qu'un festivalier en situation de handicap, il faut qu'il vive la même expérience qu'un festivalier normal, quoi. Et pour nous, c'est hyper important, cette inclusion, le fait que voilà, tout le monde vive la même chose, la même situation, quoi. Enfin, et qu'importe enfin, que tout le monde vive la même chose, qu'importe sa situation. C'est ça que je voulais dire. C'était Tu bon. t'es endormi, Non, mais tu t'es non. endormi. En fait, c'est Tu tellement dormais, beau. les yeux ouverts. J'étais en train de me demander si on pouvait pas écrire un livre avec ces belles paroles. Il y avait peut-être moyen de pouvoir Peut-être envisager. pas. 2 pages, peut-être. 3 pages. Trinity, non, demain, il n'y a pas réunion à 10h. Hein, ça arrange pas Rico, apparemment. C'est une autre histoire. On parlait de tout ça. On a aujourd'hui ce souci de réseaux sociaux. Et c'est la vraie question, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui montrent le mauvais côté, en fait, ou est-ce qu'à un moment donné, on vit dans cette société où maintenant, il faut tout critiquer? Tu vois, comment vous gérez au quotidien les réseaux sociaux pour le Hellfest? Parce que j'imagine qu'après une annonce, à 17h02, le hashtag Hellfest était déjà en feu sur X. Vaste question. Alors moi, j'ai la chance de plus trop mettre les mains dans le cambouis sur les réseaux sociaux, de lire tous les commentaires et tout. Je passe quand même beaucoup de temps dessus. Donc j'ai Alphonse qui travaille avec moi, qui lui est beaucoup plus en première ligne, et je vois sa tête en général, la gueule des commentaires. Mais non, bah après, c'est tout le succès aussi, c'est le revers de la médaille du festival, c'est que, ok, on en parle beaucoup, bah forcément maintenant, quand tu parles beaucoup d'une chose, tu as toujours des critiques. Je prends l'exemple des JO, hein. Enfin, moi, je me souviens des torrents de polémiques et de choses qui étaient racontées de façon négative avant même le début des JO. J'aurais vraiment pas voulu être à leur place, quoi. Enfin, ça s'est calmé un peu pendant. Et après, c'est revenu après, mais tu vois, bah, écoute, je pense que j'ai pas la réponse à cette question très philosophique, mais
je pense que voilà, le monde fonctionne maintenant comme ça. Je pense aussi l'évolution des réseaux qui a permis cette situation. C'est que maintenant, voilà, chacun est dans sa bulle avec ses certitudes et, euh, et sa vision du monde. Et que maintenant, on oppose plus des visions plutôt que à une certaine époque d'Internet où on était plus dans l'échange et la compréhension des uns et des autres. Maintenant, c'est un peu plus chacun est dans son coin et se gueule dessus à coup de tweet. Donc, c'est un peu dommage. Mais il faut prendre de la distance, hein, ça, c'est primordial et il faut faire des pauses d'écran. Mais maintenant aussi, voilà, nous, on relativise vachement. On se dit, c'est pas parce que tu as vu des dizaines, voire des centaines de commentaires qui te critiquent ou qui te disent des choses de façon négative. Nous, la réalité, c'est juste à la réalité. Tu vois, je prends l'exemple, par exemple, des critiques sur la vente sur l'annonce de la billetterie. On a eu à peine une centaine de billets revendus suite à l'annonce 24 heures après. Donc, pourtant, je lisais des commentaires dans tous les sens. Ah, bah, moi, je revends ma place, je vais ailleurs et tout. Donc, Il la revend, mais il la revend pas vraiment. en fait, c'est marrant parce que même en regardant quelques heures après, on voyait. Ah, bah, en fait, j'ai regardé un peu plus et finalement, il y a des trucs cool. Ah, bah, cool. Tant mieux. Justement, c'est que tu as découvert des choses, tu as pris le temps de découvrir un peu la programmation. Peut-être qu'il y a des choses qui t'ont surpris au début, mais voilà, si tu as pris le temps d'écouter, bah, tant mieux. Ça veut dire que nous, on a fait bien notre job et que tu as été surpris par des choses qu'on va proposer et que tu vas découvrir des trucs et cool. C'est Fabrice Eboué qui dit ça sur Internet, qui dit avant on avait les PMU et dans chaque PMU il y avait toujours un Michel qui arrivait et qui disait hey gars, la terre est plate. Je disais, c'est bien Michel, assis-toi, c'est très cool. Le problème c'est qu'avec Internet, le Michel du village A il a rencontré le Michel du village B et ainsi de suite. Ce qui fait que le problème c'est que maintenant toi t'arrives, ils se sont rassemblés, les cons, ils te racontent de la merde. La terre est plate et toi t'arrives en minorité, tu dis mais non les gars la terre est ronde. Ah, c'est pas grave mon grand, viens avec nous. Je prends l'exemple de quand tu vas au restaurant, tu vois, quand t'es content en général tu vas pas aller mettre une étoile, tu vas pas mettre 5 étoiles et commenter genre c'était le meilleur repas de ma vie, c'est super et tout. Tu vas dire ouais, je peux sentir. C'est cool, moment. Je vais revenir. Ouais, je vais revenir, mais je dis rien sur Internet. Par contre, t'as passé un repas horrible avec des plats pas décongelés, tout ce que tu veux et tout. Ah bah là, tu vas te faire plaisir sur Internet. Donc moi, je prends un peu ça en exemple. Je me dis bon maintenant en fait la réalité, il faut savoir un peu nuancer ce que tu peux lire sur les réseaux. Il y a des choses qui sont vraies, effectivement, des critiques qui sont constructives. Et c'est pour ça que je suis content aussi qu'on ait des Discord ou des forums qui sont encore actifs parce que là, pour le coup, je trouve les discussions sont vraiment hyper constructives. Il y a des critiques, mais voilà, elles sont faites avec intelligence et tu dis, ok, quand tu lis le texte, bah oui, peut-être, effectivement, le gars a raison, ça va pas, ça va pas, etc. Mais effectivement, juste lire des commentaires avec des emojis vomis, bah tu fais oh bon. Okay. Et puis sur 183 groupes, tu peux pas tout aimer, tu peux pas tout connaître. Mais bien sûr. Mais moi, il y a des groupes que j'ai pas encore découverts et tant mieux. Et moi, vraiment, le plot du jour, ça serait peut-être presque découverte, mais c'est cool. Puis surtout, il y a des. Enfin voilà, c'est aussi des trucs peut-être à contrario. Moi, ça me fait marrer parce que je vois des fois, on nous dit « Ah, mais pourquoi il n'y a pas eu tel groupe ?» Ils sont venus il y a 2 ans, mais ils jouaient à 14h. Ah bah, mais maintenant, ils font un Zénith, pourquoi vous les invitez pas ? Ils sont venus il y a 2 ans, à 14h. On a préféré les mettre quand ils se déportent. Alors oui, on aurait pu les remettre cette année, mais 2 ans, déjà, c'est court hein, pour reprogrammer un groupe. Et puis, en fait, on t'avait déjà dit à l'époque que c'était cool, va les voir. Il y avait une question dans le chat à propos de ça tout à l'heure, je sais plus qui c'est qui disait ah, Evanescence passe tous les ans en Europe, machin bidule. Je vois, pardon, la tête, c'était la question qui fâche, la question qu'il fallait pas. On était dessus aussi. Hein. C'est justement une des artistes qu'on visait en headliner de cette journée féminine. Donc c'était bien parti cette année, et puis non. Voilà, je n'ai pas plus de choses à rajouter, mais non, y a vraiment, pour le coup, en fait, c'est ça, c'est hyper argent pour nous, des fois, de lire certains commentaires. Mais pourquoi vous n'avez pas pris machin, et machin, et machin, et machin ? En fait, les 5 qu'on a demandé, et ils n'étaient pas dispo. Combien est-ce qu'on peut, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de ça, est-ce que tu peux donner un chiffre, ça va être difficile de dire, un montant moyen d'une prestation d'un groupe Alors, je pense ça, que non, déjà, parce qu'on peut pas c'est un truc très confidentiel, voilà, les cacher, parce que c'est de l'ordre voilà, du business, comme on dit. Mais ça varie de beaucoup de choses, ça dépend. C'est un mélange de notoriété du groupe, de
ses coûts de production, donc c'est tout ce qui va lui coûter à lui pour venir jusqu'au festival. Ce qui peut coûter déjà très très cher quand un groupe il était aux États-Unis 3 jours avant, qui doit venir avec toute l'équipe, avec l'équipe technique, avec le. Ça, on le fait quasiment même plus, hein, les one-shots de groupe, parce que déjà, bah, c'est pas hyper cool écologiquement de dire ah, tu viens pour un concert, tu repars quoi. Donc non, maintenant c'est plus des systèmes de tournée, voilà, vraiment qui sont mis en place. Mais ouais, même des fois, faire une tournée, bah, t'as de location de tourbus, de vannes, des équipes, du matos, etc. Donc c'est déjà, par exemple, un groupe, ça lui coûtait peut-être 50 000 euros de venir au Hellfest. Bah, il va pas nous demander 50 000 euros, il va nous demander peut-être le double pour rentrer dans ses frais, parce que derrière, il doit aussi payer des salaires. S'il veut prendre des effets tout sur scène, c'est des choses voilà, qui vont lui coûter aussi, etc. Donc, il y a plein de choses qui se rajoutent. Ça se trouve, il va prendre un hôtel sur la route parce qu'il était à l'autre bout de l'Allemagne la veille. Donc, bah, du coup, il fait un stop. Bref, il y a plein de coûts qui se rajoutent. Et donc, après, bah, il y a des discussions qui se font en fonction de la notoriété aussi de l'artiste. Tu vois, quand c'est un festival qui a beaucoup de un artiste qui a beaucoup de notoriété, forcément, il sait qu'il est en position de force. Donc, il va demander aussi un cachet plus important, quoi. Donc c'est déjà arrivé que vous disiez à un groupe écoute, non, à ce montant-là. Ouais, ça arrive tous les ans. Ouais. On n'y va pas, Ouais. stop, quoi, les gars, vous déconnez. Bah, parce qu'on estime que c'est trop par rapport enfin, ça coûte trop cher à cause des coûts de production, ou parce que ils ont des fois une notoriété qui est un peu imaginée et romancée, alors que la réalité en France enfin, c'est souvent des artistes qui disent bah ouais, mais regarde, moi dans tel pays je remplis telle salle. Bah oui, mais en France tu n'as pas le même public, tu n'as pas la même audience, donc non, pour nous c'est pas légitime de mettre autant d'argent sur ta venue, quoi. Puis vous travaillez avec un budget qui est presque fixe, c'est-à-dire que vous savez combien vous avez à la base, et il faut faire rentrer tout le monde dedans. Bah, nous, c'est la chance qu'on a en tant qu'organisateur de festival, c'est qu'on attaque l'année avec un budget qui est déjà acté. C'est-à-dire on a déjà vendu nos billets, donc en fait, on sait où on va. C'est pas le cas de tous les festivals qui, eux, doivent composer un peu au fur et à mesure des ventes. Voilà, si tu as par exemple, voilà, imaginons un trou de billetterie, bah, tu te dis, oula, faut que j'aille chercher un artiste un peu gros pour relancer ma billetterie, mais du coup, ça va aussi me coûter plus cher, donc c'est aussi un truc à gérer là-dessus, quoi. Donc ouais, nous on a la chance d'avoir un budget qui est fixe, on sait où on va, et puis voilà, après des fois, bah, effectivement, quand ça dépasse un peu, on estime, on regarde, ok, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. Ouais, ok, c'est cher, mais c'est un mec qui est pas venu depuis 10 ans, 15 ans, c'est une date unique, c'est le truc qu'il faut avoir en ce moment, bon bah on réfléchit, quoi. Ça doit pas être évident de se dire tiens, j'ai cartouché la moitié de mon budget, alors 6 ou 7 personnes, gros, Bah oui, il faut attention, regarder, faut qu'on fasse le reste, quoi. C'est ça. C'est une recette de cuisine. Moi, je compare ça à de la cuisine, la programmation. Tu vas au marché, t'achètes tes ingrédients, et puis bah oui, si t'as tout mis dans la truffe et que t'as rien pour faire je sais pas, ta farine pour faire tes pâtes, bah, c'est un peu dommage, quoi. C'est une belle métaphore, ça. Moi, je note pour le bouquin. Je t'ai dit à la fin bouquin. Il y avait des questions de viewers, hein, j'en ai déjà posé plusieurs. Je n'ai pas forcément donné les pseudos, mais sur Instagram, ils nous avaient laissé quelques questions pour toi. On avait notamment Martin qui disait quels sont les conseils pour des jeunes qui souhaitent suivre la voie de la communication événementielle. Est-ce que là, comme ça, maintenant, tu as le petit tips? Alors moi, le conseil que je pourrais donner, c'est... Alors la formation, oui, c'est cool parce que ça te permet d'avoir des bases théoriques et des outils, voilà, on va t'apprendre des logiciels et tout, etc. Ça dépend encore aussi des formations, on en a parlé tout à l'heure. Mais moi, ce que je conseille vraiment, c'est le bénévolat. Moi, je suis vraiment allé très tôt dans le bénévolat, me mettre dans des assos qui existent ou monter des assos avec des copains. Et ok, c'est le bénévolat, c'est une aventure, hein, tu feras avec tes moyens et tout, mais si t'as... En fait, c'est un peu une école quand même, vraiment un peu non officielle, le bénévolat, et t'apprends beaucoup de choses parce que tu te débrouilles avec très peu de moyens, et c'est comme ça que t'apprends à faire des choses, on va dire. Et ça te permet vraiment aussi d'avoir, je pense, une rigueur, une modestie qui est vraiment importante dans ce métier-là. C'est-à-dire que voilà, il faut composer avec ce que t'as et pas viser plus haut que ce que tu n'es, quoi.
On avait Marty qui disait est-ce que justement tu as pu rencontrer un peu tes idoles en bossant au Hellfest? Bah écoute, j'ai pu faire une photo avec Tom Morello l'an Ouais, dernier. je sais, moi j'avais déjà une partie C'était de la très cool, réponse. j'avoue, c'était mon petit kiff de l'an dernier, mais moi je suis pas trop non plus en mode à faire chier les artistes. Voilà, j'ai déjà fait des tournées de la warm-up et j'ai vu un peu le côté artiste d'être tout le temps sur la route et t'es tellement dans un mood quand tu fais des tournées que t'es loin de chez toi, tous les jours ça joue, c'est un rythme hyper crevant et usant et tu sais jamais comment les gens peuvent être après ou avant un concert. T'as aussi avant le concert beaucoup de stress. Donc, non, j'évite, tu vois, d'aller vers les artistes là-dessus. Mais oui, j'ai pu rencontrer quand même beaucoup de beau monde et c'est cool. Peut-être que je rencontrerai encore plus tard. On a une autre question qui disait qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier à l'heure actuelle? Ce que j'aime le plus dans mon métier, je crois que c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de routine. Parce qu'en fait, pour se dire, on fait le même festival tous les ans et en fait, pas du tout. J'ai l'impression de jamais faire le même festival. Et, euh, et c'est ça qui est cool parce que c'est tout le temps de la nouveauté. Tu vois, il y a des années qui vont être plus simples que les autres, mais avec le recul, ouais, c'est toujours ce côté un peu imprévisible qui me plaît et qui me donne envie. Puis, bah ouais, c'est aussi, enfin, je me rends compte des fois, ouais, quand j'ai des grosses journées ou des grosses semaines comme cette semaine-là avec l'annonce et tout, etc., où c'est assez usant mentalement, bah en fait, je prends du recul, je me dis, ouais, non, c'est quand même cool ce qu'on fait. Donc voilà, je suis pas en train de trimer en faisant un truc que j'aime pas et j'ai pas de problème pour le lever le matin, quoi. Bon, là maintenant, la suite, c'est quoi? On disait, on est en décembre. À partir de janvier, on va commencer à envisager la partie C'est point vacances déjà. technique. Vous avez les vacances? On avait des, Mais c'est ouais, honteux, monsieur, mais non. Donc là, ça va être vacances. ouais, on a une dizaine de jours. On fait un petit temps là d'équipe lundi, mardi, mercredi. On part 3 jours là, un peu en team building, comme on dit, histoire de se retrouver vraiment qu'entre équipe et puis genre sans ordi, parler boulot quand même, mais genre plus en mode détente quoi. Et après du coup, on part en vacances une dizaine de jours. Et puis après, bah, janvier, ça repart parce qu'on a, nous, on a la warm-up qui démarre le 12 mars. Donc voilà, il faut quand même la mettre en place. On a aussi la vente des billets un jour à mettre en place. Et là, on va commencer à rentrer effectivement dans les sujets plus techniques et de terrain. Voilà, bah, par exemple, cette année, qu'est-ce qu'on améliore dans certaines zones, quelles sont les nouveautés, les travaux, etc. Les choses qu'on va mettre en place. Et puis, là, il va falloir commencer à préparer l'arrivée de tout le monde, des bénévoles, des artistes, des prestataires, des partenaires, des festivaliers. Donc là, on va commencer à rentrer dans le dur à partir de janvier, quoi. Avec des algécos partout et beaucoup d'amour. C'est ça, voilà. Et des bottes de pluie. Et des bottes de pluie. Si on doit conclure, parce qu'on arrive déjà au bout. On est déjà... Ah ouais, je l'ai pas vu. Et C'est vrai tout que le t'avais monde- raison, ça passe très Je l'ai dit en fait, parce qu'on Ça passe très, on très est vite. très chill, ça reste 2 heures où on parle de tout, de rien. Si on doit conclure, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire peut-être, je dirais, allez, aux détracteurs du Hellfest et aux fans du Hellfest? Bah, déjà aux fans, merci, parce que sinon on serait pas là sans vous. C'est quand même cool, tu vois, Enfin, moi j'adore vraiment, tu vois, que les gens ils nous interpellent, ils nous disent ah non mais merci, c'est les 4 plus beaux jours de l'année pour moi, merci encore quoi, tu vois, c'est hyper fort, tu vois, tu te dis waouh, c'est ok, le mec pense vraiment ça, donc ça te fait quand même quelque chose et tu dis ok, ça donne du sens à mon taf et tout, ça te fait oublier presque tous les problèmes, tu vois, que tu peux avoir. Et puis après, les détracteurs, je leur dis venez quand même nous voir, tu vois, parce que je pense que c'est une fois que tu vois la chose que tu te rends compte ce que c'est, parce que c'est pas un truc, on n'arrivera jamais à retranscrire tout ce qu'est le Hellfest sur internet, même si on y met tous les moyens et les efforts du monde. C'est ça aussi la magie de ce festival, c'est que c'est un truc qui se vit et on a besoin encore de choses qui se vivent dans le réel, donc voilà, des fois il faut vivre les choses dans la vraie vie et puis voilà. Après, ouais, effectivement, on a toujours des choses à améliorer, ça on est conscient, on est très vigilant là-dessus et c'est justement notre moteur. Et notre force, c'est dès qu'il y a un truc qui va pas, en général, on corrige le tir l'année d'après. Donc voilà, et puis après, écouter de la bonne musique, quoi. La musique qui adoucit les mœurs, comme on dit. La suite, ça sera Dépêche Mode. Le mec reste sur Il va sa nous blague foutre le du bordel. début à la Putain. fin.
Il va y avoir des mèmes sur Internet. Est-ce que tu peux le dire, toi, au micro, face à la caméra, l'année prochaine, Dépêche Mode? Il n'y aura pas Dépêche Mode. Il n'y aura pas Coldplay. J'ai cru que tu allais le faire. J'étais là en mode, on va faire ça quand même. On va pas faire ça. Non, parce que demain, c'est sur Internet. C'est et là, sûr, c'est même sûr. C'est Non. même certain. Merci Riku, c'était Bah, très merci à cool. vous. Merci pour cet épisode de guest ensemble. C'était très très sympa. Merci à vous de nous avoir suivis sur cette 5e émission. Nous aussi d'ailleurs, on va faire, c'était l'émission spéciale Noël un peu en avance parce que après on va prendre quelques jours avec l'équipe et revenir en janvier en force, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous suivre parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Plus d'un demi-million de personnes hein, sur ce guest, sur les 5 premiers guests. Bah, j'ai pas compté celui-là, donc sur les 4 premiers. Là, je pense qu'on a fait 1 million de plus grâce à toi. Ah ouais, au Riku. moins. Merci à vous, merci à toutes les équipes ACA Production et New Voice, merci à Pierre à la réalisation, à Vanny à la partie communication, à toutes les équipes, à Elisa hein, sur la partie graphisme aussi, c'est très très cool. Merci à toutes les équipes, merci à toi Morico, on te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Eh ben, merci. Et puis on reviendra en Hellbanger dès janvier, en attaqué, parce que ça fait plaisir. Merci à vous mesdames et messieurs, la suite, c'est sur toutes les plateformes de streaming dès demain, hein, si vous avez loupé l'épisode ou si vous l'écoutez en différé, si vous êtes arrivé à la fin. Merci à vous, on vous dit bisous et puis on se retrouve en janvier. Merci à vous, bonne soirée, à très bientôt. C'était Guest.